Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un site web pour afficher des données de scrapping. J'ai créé ce projet pour vous montrer comment on peut facilement mettre en place une solution à un problème grâce au scrapping, dans ce cas-ci récupérer toutes les horaires de cinéma autour de chez moi. Si vous n'avez jamais touché au scrapping, j'ai fait une vidéo gratuite de 10 heures dans laquelle j'explique tout ce que vous avez besoin de savoir pour vous lancer. Les bibliothèques à utiliser, comment contourner les obstacles et surtout comment mettre en place un scrapping éthique pour ne pas vous faire bloquer. On y aborde aussi l'aspect légal et ce qu'il est possible de faire ou non avec les données qu'on va récupérer. C'est la formation la plus complète que vous trouverez à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien de cette formation dans la description. Maintenant, si on revient à ce projet, dans la première partie de cette vidéo, on avait vu comment utiliser le module Request et le réseau de proxy résidentiel de Bright Data, le sponsor de cette vidéo, pour récupérer toutes les données des cinémas autour de chez moi. Bright Data, c'est la solution la plus avancée du marché pour réaliser un scrapping éthique sans être bloqué et vous pouvez obtenir 20 $ de crédit offert en créant un compte avec le lien qui est dans la description. Le script final, il permettait de sauvegarder au format JSON les données filtrées et traitées. On a également vu comment faire un scrapping éthique en espaçant les requêtes et comment bien organiser notre script, car ça ne vous a pas échappé, en 2025, on utilise l'IA pour écrire du code. Malheureusement, le contre-coup de ça, c'est qu'on se retrouve avec du code qui est de moins en moins bon. Donc dans ces presque 4 heures de formation au total, je vous montre comment j'utilise l'IA pour créer du code qui reste de qualité. Dans cette deuxième partie, on va repartir du script final de la première partie dont vous trouverez le lien du dépôt Git dans la description. On va voir cette fois-ci comment présenter les données JSON sur un site web qui nous permettra de facilement chercher un horaire de film à travers toutes les données qu'on a récupérées dans le JSON. Ce projet, c'est un exemple parfait de ce qu'il est possible de faire avec le scrapping. On agrège des données à partir de plusieurs sources, on les modifie, on les filtre et on les affiche d'une autre façon, dans ce cas-ci un site web sur lequel on a entièrement la main. Donc dans cette vidéo, on va mettre en place un serveur web avec Flask et réaliser le front-end de l'application avec Tailwind et la librairie de composants Daisy UI. Ça va nous permettre d'arriver très rapidement à un résultat super agréable avec une stack minimaliste qui sera très simple à déployer. Et pour héberger notre application, on va utiliser un serveur de AWS, la plateforme d'Amazon. L'intérêt avec AWS, c'est que vous avez un forfait qui permet pendant 1 an après la création de votre compte d'avoir une instance gratuite. C'est parfait pour se mettre le pied à l'étrier et héberger une application simple comme celle-ci. On va aussi créer un cron job pour pouvoir effectuer automatiquement le scrapping toutes les nuits. On s'assurera bien sûr de créer aussi tous les services qui sont nécessaires sur le serveur Linux pour être sûr que notre site web soit accessible en tout temps. Et pour finir, on verra comment exposer une partie du serveur pour pouvoir accéder à notre site web en local sans avoir besoin de configurer un nom de domaine ou un serveur un peu plus complexe comme NGINX. Alors si le scrapping, l'IA et le web vous intéressent, d'autres parties de ce projet seront disponibles prochainement sur Docstring pour vous montrer notamment comment intégrer un LLM pour faire une recherche avancée sur le site. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez dès à présent créer un compte gratuitement sur Docstring pour avoir accès à des dizaines d'heures de contenu de ce genre. Et si vous souhaitez faire certifier vos compétences, notre programme TOSA Python de 3 mois est toujours disponible et éligible au CPF, le compte personnel de formation. Tous les liens de nos programmes, des sources de cette formation et des autres parties sont tous disponibles dans la description de la vidéo. Avant de rentrer dans les lignes de code, je vais revenir très rapidement sur ce qu'on a fait dans la première partie et vous présenter un petit diagramme de ce qu'on va faire dans cette seconde partie. Dans la première partie, on avait donc récupéré des données au format JSON, donc ça ressemble à un fichier comme celui-ci. On avait donc créé un script avec les bibliothèques nécessaires. On avait également configuré le proxy de Bright Data pour pouvoir ne pas être bloqué si jamais il y avait des sites web qui nous mettent des captchas ou qui limitent notre adresse IP. Avec le proxy de Bright Data, tout ça était débloqué automatiquement. Ensuite, on avait donc la session de request qui nous permettait, grâce à un système, d'attendre un certain nombre de temps entre chaque requête pour faire un scrapping éthique, donc pour ne pas envoyer 30 requêtes à la seconde. Et si la réponse reçue était OK, on avait ensuite l'extraction et le traitement des données pour les convertir au format JSON avec des data classes qui nous permettaient de facilement gérer le format de sortie de nos données. On avait également une gestion des erreurs pour que, en cas d'erreur, que ce soit sur les requêtes ou sur le format, on ait tout ça qui soit géré automatiquement pour pouvoir réessayer les requêtes dans ce cas-ci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans la deuxième partie? Donc, un petit diagramme pour vous montrer à quoi va ressembler notre site web au niveau technique. Donc, au niveau visuel, ça va ressembler à ça. On aura une barre de recherche, on va filtrer par genre. On aura également l'indication de la dernière mise à jour des données et on pourra voir en un coup d'œil les horaires de tous les films dans les cinémas autour de chez moi.
Donc le scrapping, il sera exécuté quotidiennement ici avec un cron job. Donc on a notre script de scrapping ici via le réseau proxy de Bright Data qui va récupérer les données et sauvegarder tout ça dans un fichier JSON. Tout ça, ça va être sauvegardé sur le disque. On ne va pas s'embêter avec une base de données. Il y a très peu d'informations ici. Là encore, vous allez voir qu'avec une stack très minimaliste, on peut avoir un site web 100% fonctionnel sans aucun temps de latence. Ne vous embêtez pas à commencer à configurer du Postgres ou des choses comme ça juste pour stocker quelques informations de JSON. Si vous commencez à avoir des milliers de films avec beaucoup de requêtes, ça peut valoir le coup. Là, dans ce cas-ci, on a une dizaine de films avec chacun une petite cinquantaine maximum d'horaires et on va accéder à tout ça uniquement en local pour notre propre usage, donc aucun besoin de base de données ici. Pareil pour le site web, on va rester sur quelque chose de très simple. Donc on va créer une instance sur AWS qui va héberger et servir notre site web Flask et on va exposer ce site web à travers le port 5000 pour pouvoir y accéder localement. Donc on va pas créer un proxy reverse avec nginx, on va pas faire un unicorn, donc on va pas faire toutes ces choses que j'ai pu faire dans d'autres vidéos. On va rester très simple ici, mais ça va vous montrer à quel point avec juste un fichier JSON, un serveur Flask simple et une instance de AWS, donc un serveur en fait qui va permettre d'exécuter le scrapping quotidiennement et de servir en continu notre site web, eh bien on peut accéder à cette interface par la suite sur notre ordi en local. Donc on va voir tout ça, on va voir le cron job, on va voir la création du serveur AWS, on va voir la mise en place du scrapping avec Bright Data. Donc ça, on l'avait déjà fait dans la première partie, mais on va s'assurer que tout fonctionne avec les variables d'environnement, avec également le serveur Flask qui va tourner en continu avec un service systemd qui va être mis en place également. Donc plein de petites choses comme ça qui vont être ensemble pour faire ce site web qui va être accessible en tout temps sur mon ordi. Donc tout sera 100% automatisé. Dans cette partie, j'ai juste ouvert le projet tel qu'il est depuis GitHub dans Cursor. Donc là, on a récupéré les sources de GitHub, on les a ouvertes et ça vous donne un aperçu de ce que ça peut être si, par exemple, on vous dit de commencer d'un projet et de ensuite devoir améliorer ce projet, dans ce cas-ci avec une interface web. Donc là, on part avec des données existantes. On a déjà un gitignore, un requirements avec des choses à l'intérieur et un dossier de scrapping avec des datas qui sont exportées. Donc on va devoir partir de ça pour faire notre interface web. Les choses sont déjà assez bien rangées. Vous voyez que la partie scrapping est isolé dans son dossier et qu'on a également les datas qui sont disponibles ici avec un timestamp sur les JSON. Donc ça, il va falloir le prendre en compte dans la partie web pour aller chercher le dernier fichier en date pour pouvoir l'afficher du côté web. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette partie? On va configurer notre projet pour pouvoir utiliser Cursor avec l'intelligence artificielle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ce qu'on appelle des règles. Alors ça, c'est quelque chose qui peut se retrouver sous différents noms ou même ne pas être forcément présent sur certains environnements de développement avec l'IA. Dans Cursor, c'est assez récent. Avant, on avait des règles générales au niveau de l'éditeur. Là, maintenant, on peut faire des règles au niveau du projet. Donc les règles pour l'éditeur, vous pouvez les retrouver ici en haut à droite dans les préférences. Vous avez ici des règles pour AI. Vous voyez que moi, j'ai tout simplement mis une seule règle ici qui est de toujours répondre en français. Et on va utiliser dans ce cas-ci des règles spécifiques au projet. Pour ça, donc, je fais commande Shift-P pour lui dire que je veux faire une nouvelle règle, donc New Cursor Rule. Et vous allez voir que quand je vais faire ça, on va avoir un dossier .cursor qui va être créé ici dans lequel ces règles vont être stockées. Ce que je vais faire ici, c'est définir en fait la stack qu'on va utiliser pour ce projet. Donc, je vais créer un fichier que je vais appeler tout simplement stack. Ça va me créer, vous voyez ici, un fichier .md qui est un fichier en fait en Markdown. Donc, on va pouvoir mettre par exemple du code, du titre. Donc ça, c'est la syntaxe Markdown. Et ces fichiers, en fait, c'est tout simplement des règles qui vont être utilisées par la suite par notre intelligence artificielle. Soit automatiquement, il va probablement comprendre en fait des fois ce qu'on veut faire. Si on lui dit qu'on veut commencer à créer les bases de notre site web et qu'on a un fichier stack, probablement qu'il va être assez intelligent pour comprendre qu'il faut utiliser ces règles pour savoir quels outils il va devoir utiliser pour faire la base de notre site web, mais on peut également ajouter ces éléments dans le contexte en faisant un @ et en mettant les règles nous-mêmes ici. Donc là, par exemple, si je fais @stack, on retrouve bien notre règle ici stack.mdc. Donc là encore, c'est toujours mieux d'être le plus explicite possible, de passer tout ce qu'on peut au contexte. Également dans la description ici, je vais indiquer que c'est la stack qui est prévue pour ce projet. Donc stack pour le projet et je vais même rajouter pour le projet web parce que là encore, si je mets juste pour le projet, il pourrait penser que c'est la stack qui va être utilisée pour le projet en général, donc même pour la partie scrapping. Là, dans ce cas-ci, ça va vraiment être la stack uniquement pour la partie web. Donc bien important toujours d'être le plus explicite possible, même si là encore, vous allez voir avec le contenu du fichier, il va pouvoir
conclure, déduire en fait de ce qu'on a mis ici avec back-end et front-end qu'on parle uniquement de la partie web, mais c'est toujours bien d'être le plus explicite possible. Ça vous force vraiment l'IA en fait à être très précis dans ce que vous dites. Il faut vraiment voir ça comme un employé un peu bête. Je trouve ça une analogie assez classique, mais vraiment un employé vraiment très bête. Donc un employé qui ne sait absolument rien, et donc si vous ne lui dites pas exactement ce qu'il faut faire, il va prendre des libertés. Et c'est en fait la même chose dans l'entreprise. Même si votre employé n'est pas stupide, même s'il est très intelligent, si vous ne lui dites pas exactement ce que vous voulez, il va devoir faire des choix. Donc ces choix, si l'employé est très intelligent, ils vont être peut-être intelligents. Ça, c'est à vous de voir si votre employé est bon ou pas. Mais dans le cas de l'IA, ça va être assez aléatoire. Des fois, ça va être des bons choix. Des fois, ça va être un petit peu chaotique. Donc toujours être le plus explicite possible. Donc là, pour le back-end, on va utiliser tout simplement Flask, et pour le front-end, on va utiliser Daisy UI, qui est une librairie de composants assez connue. On a les templates Flask aussi qui vont être tout simplement utilisés pour l'affichage principal de l'application, et j'ai spécifié JavaScript pour les interactions. Là encore, on pourrait utiliser d'autres librairies comme par exemple Alpine.js, peut-être qu'on le fera par la suite. Pour l'instant, je vais rester le plus simple possible et on va voir déjà avec ça ce qu'il nous fait. Pour les librairies de composants, bien important, là j'ai mis Daisy UI, il y a pas mal de librairies qui sont disponibles, mais il faut faire très attention de la popularité en fait je dirais de ces librairies. Alors vous pouvez bien sûr ajouter les documentations, mais de mes expériences ça ne marche pas très bien. Il y a une autre bibliothèque par exemple que j'aime bien qui est assez neuve qui s'appelle Franken UI, et cette bibliothèque j'ai fait des tests avant de faire cette formation et ça marchait vraiment pas du tout. Même en lui passant la documentation, même en lui donnant les liens de la documentation sur le web, etc. Ça marchait pas du tout. Pour vous donner un petit exemple, en fait, dans cette bibliothèque de composants, dans Franken UI, il y a un préfixe qui est UK- et ensuite on a par exemple UK, button, etc. Et ce qui était assez drôle, c'est que lui, en fait, il a remplacé tous les UK par FR. Donc mon intuition, c'est que justement, probablement peut-être à cause de règles comme ça, qui sont de toujours répondre en français, des choses du genre, ou puisque je lui écris aussi en français, il s'est dit ok, je vais adapter le code pour ne pas lui mettre UK, qui est United Kingdom, donc les Anglais, et il a en fait tout simplement remplacé le UK par FR. Donc peut-être que si j'avais été au Portugal, donc c'est le cas actuellement, je suis au Portugal, peut-être qu'il aurait mis PT aussi pour Portugal, ou je ne sais pas, US pour les États-Unis. Donc voilà, très intéressant de voir des fois les libertés qu'il prend, mais dans ce cas-ci du coup, même en lui passant la documentation, même après lui avoir dit ok, c'est pas FR, c'est bien UK, qu'est-ce qu'il a fait quand je lui ai dit que c'était UK, il a dit ok, donc en fait tu utilises UI Kit comme ça. Donc probablement que UIKit utilise Yuka aussi, je ne sais pas, mais voilà, il est encore parti dans d'autres choses, donc voilà. Raison pour laquelle je pense qu'il est important d'utiliser des choses qui sont assez connues. C'est un petit peu problématique aussi parce que forcément ça fait un effet de serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire par exemple quelque chose que je n'aime pas beaucoup, c'est de voir beaucoup de débutants qui utilisent Next.js parce que c'est une librairie très populaire en front-end mais qui est assez lourde, et je vois de plus en plus de gens qui utilisent Next.js pour faire des sites statiques, des front pages, des choses très simples parce que forcément c'est une librairie qui est très connue, donc l'IA va vous faire des choses aux petits oignons avec ça. Le problème, c'est que vous allez utiliser un bazooka pour tuer une mouche. Donc là, moi, ce que j'aime bien avec Daisy UI, c'est que c'est quelque chose quand même d'assez simple, d'assez léger, qui fait vraiment le taf pour la plupart des choses dont on a besoin. On pourrait aussi utiliser directement Tailwind. Tailwind, c'est une bibliothèque qui maintenant est très bien documentée, très connue. Donc Tailwind, de base, sans avoir de librairie de composants, ça marche bien aussi. C'est juste qu'il va là encore prendre beaucoup de liberté si vous ne lui donnez pas des règles précises. Donc dans d'autres projets comme Docstring, par exemple, j'ai des librairies de composants que j'ai moi-même faites. Et ça, je lui donne dans des règles pour lui dire, voilà, quand tu as un bouton, tu utilises ça. Quand tu as un drop-down, tu utilises ça. Donc ça, c'est très important aussi pour bien cadrer les choses. Là, avec Daisy UI, il va déjà partir avec un cadre bien établi. Donc ça va nous donner quelque chose qui ne va pas être trop aléatoire. Donc voilà pour cette règle, assez de blabla. On a déjà tout qui est bien paramétré pour la base du projet. Et dans la prochaine partie, on va pouvoir donc commencer avec notre IA pour faire la base du site web qui va être utilisée pour afficher nos données. Maintenant qu'on a défini la stack qu'on souhaite utiliser pour notre projet, et notamment pour la partie web, et qu'on l'a mis dans une règle cursor, on va pouvoir utiliser notre composer pour créer cette base web pour nous.
Donc ici dans mon composer, je vais lui ajouter cette règle, donc la règle de la stack dans le contexte et à partir de ça, je vais faire un prompt pour lui demander de créer pour l'instant une interface très simple qui va utiliser Flask. Donc je ne veux pas pour l'instant qu'il utilise les données du scrapping, on va faire ça vraiment étape par étape. Pour l'instant, je veux vraiment juste qu'il crée la structure de base pour l'application Flask pour qu'on ait un serveur qui fonctionne avec une page d'index affichée. Donc je vais lui demander ça. Peux-tu créer dans un dossier web à la racine du projet un projet Flask simple qui affiche une page index.html classique? Utilise aussi Daisy UI pour afficher cette page, donc mets juste un titre classique, c'est juste pour avoir la structure de base du projet avec les bonnes dépendances qui sont utilisées. Donc un site web avec Flask, très simple, une page d'index et Daisy UI pour les composants. Donc là, vous voyez, quand on parle, on a généralement tendance à faire des phrases un peu longues, à se répéter parfois aussi. C'est pas forcément très grave. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir des prompts qui sont assez concis et qui vont droit au but avec exactement ce qu'il faut faire. Là, vous voyez, quand on parle, c'est un peu plus organique, on va dire. Donc là, qui affiche une page classique, voilà, utilise aussi, alors vous voyez, Daisy UI, il a mal compris ici, Daisy UI pour afficher, voilà, avec une page d'index et Daisy UI comme ça, donc un site web avec Flask. Voilà, très simple, une page d'index. Donc c'est parfait. Et là aussi, je vais lui remettre Flask comme ça. Et je fais Submit, donc avec Agent ici bien coché pour qu'il puisse créer les fichiers et tout ça. Donc je fais Submit ici. Il va me proposer la création de fichiers, l'exécution du script aussi. Donc là, vous voyez le mkdir pour créer la structure. Donc je vais valider en cliquant sur Run Command ici. Il va créer donc la structure web. Il va créer le fichier requirements, donc il dit qu'il me le crée, donc là il va probablement me faire un fichier séparé pour le web, donc je regarde et effectivement il a fait un fichier séparé, probablement que je vais rapatrier ça à l'intérieur du requirements global du projet, on va voir par la suite, vu qu'on a ici Python.env qui est déjà utilisé pour notre scrapper, on va pas faire les choses en double. Donc là, on a bien notre endpoint Flask avec l'index, donc la page d'index qui retourne un fichier HTML classique. On a le CDN ici avec des UI. Il a également importé Tailwind CSS. Donc là, c'est directement avec la balise dans le head. Peut-être que à la suite de ça, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus clean et d'utiliser Tailwind non pas directement comme ça avec un CDN. Pour un petit site comme ça, c'est pas forcément très grave. Après, si on faisait un site un peu plus sérieux en production, ce serait mieux de passer par la vraie façon de faire avec la génération du fichier CSS qui contient uniquement ce dont on a besoin. Donc là, maintenant, il va installer les requirements.txt. Donc là, vous voyez, je vais pas le faire parce que je vais regrouper donc le requirements.txt qu'il a créé dans le requirements global et on va installer les dépendances à partir de là. Donc là, je vais faire cancel. Je pense que le reste est bon. Le fichier d'index, il a normalement quelque chose d'assez classique avec une card ici qui doit être à partir de Daisy UI. Donc ce que je vais faire, c'est accepter tout ça et aller dans mon terminal pour installer les dépendances. Donc je vais prendre ces dépendances ici. Le .env, comme je dis, on n'en a pas besoin parce qu'il est déjà ici. Et je vais juste rajouter Flask. Je sauvegarde. Je supprime ce fichier requirements. Donc je clique sur delete ici et je valide. Et je vais ouvrir donc mon terminal ici. Et on va déjà s'assurer qu'on a bien sourcé notre environnement et on va faire uv pip install et on va utiliser notre requirements.txt. Vous voyez qu'il a résolu donc les packages nécessaires et il a bien installé Flask 3.0.2 ici. Donc vous voyez qu'il a même désinstallé en fait un Flask qu'on avait, donc ça c'est probablement quand je faisais mes tests, j'avais installé cette version de Flask. Là il y en a une qui est un peu plus récente, vous voyez là il a mis 3.0.2, donc c'est le genre de choses qu'on peut aller vérifier. Je vais aller voir en fait la version de Flask qui est la plus récente, donc Flask, et effectivement on est plutôt dans la 3.1. Et si je vais voir ici par exemple dans les PyPI releases, on va aller voir le release history, on voit ici qu'on est avec 3.1.0, donc effectivement c'est la dernière version en date 3.1.0, donc je vais plutôt utiliser celle-ci, la 3.0.2 est un peu plus vieille. Donc ici, on va être avec 3.1.0, je vais modifier ce requirements.txt et je vais refaire un uvpip install de mon requirements. Et là, vous voyez que finalement, on est repassé de la 3.0.2 à 3.1.0. Donc là encore, toujours vérifier quand même ce qui est fait avec les intelligences artificielles. J'ai pas vérifié ça pour les deux autres bibliothèques, Python.env et Request. Pour Flask, je vais geler ça donc avec le symbole d'égalité à la 3.1.0 pour rester sur cette version. Donc là, on va pouvoir tester notre serveur. Donc là, on a notre fichier app.py et je vais lancer donc ce fichier avec mon environnement virtuel pour vérifier que l'application fonctionne.
Donc, je vais faire python web/app.py. Je valide avec entrée et là, on a bien notre serveur qui est lancé. Je retourne dans Brave pour actualiser et là, on a bien notre page d'accueil avec une petite démonstration avec cette carte de Daisy UI. Donc, ça fonctionne bien. On a la base de notre projet web et dans la prochaine partie, on va pouvoir afficher les données qu'on récupère dans le JSON à partir du scrapper dans notre interface web avec cette application Flask. Dans cette partie, on va s'intéresser au back-end et on va faire un prompt pour aller récupérer les informations qui sont contenues dans le dossier data. Donc, je vais créer un nouveau composer. Une question qu'on se pose souvent quand on commence à utiliser Cursor, c'est quand est-ce que c'est le bon moment de créer un nouveau composer ? Moi, il y a deux choses que je prends en compte. Déjà, est-ce que ce que je vais faire a un rapport avec le contexte actuel ? Dans ce cas-ci, non, puisque dans ce composer-là, on faisait plus de la manutention, c'est-à-dire qu'on allait installer des dépendances, créer des dossiers, créer une interface de base. Là, ce qu'on va faire, c'est créer la logique du back-end. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu séparé. Donc, pour cette raison, je vais créer un nouveau composer. Et la deuxième raison, c'est quand le contexte devient un petit peu long. Donc, si vous faites une même opération, mais que vous commencez à avoir un historique de la conversation qui est assez long, il peut commencer à halluciner, c'est-à-dire qu'il ne va plus vraiment se souvenir du début, il va même prendre des libertés qui sont des fois un petit peu bizarres sur ce qu'il va faire, il va modifier par exemple du code dans des fichiers qui n'ont absolument rien à voir. Donc quand ce chose-là commence à arriver, il vaut mieux le prévenir et donc au bout d'un moment, si ça fait 10 minutes que vous êtes dans le même composer, ça peut être une bonne idée de créer un nouveau composer pour revenir avec un état un peu plus clean et en lui redonnant du contexte si nécessaire. Donc là, je vais créer un nouveau composer et on va enlever justement du contexte le index.html. J'ai préparé le prompt pour pas que ce soit trop long, je vais vous le montrer après, donc je le colle ici. Et donc ce que je dis déjà, c'est quel est l'objectif de ce qu'on va faire. Donc l'objectif, c'est d'afficher la liste des horaires de films. J'explique qu'on commence par la partie back-end, qu'on va donc récupérer les films contenus dans le dernier JSON, dernier en date. Donc là encore, vous voyez, être le plus explicite possible. Qu'est-ce que ça veut dire le dernier JSON ? Est-ce que c'est le dernier dans le dossier ? Auquel cas, ça peut être classé par nom, par date, on ne sait pas trop. Donc là, j'explique que c'est bien le dernier en date et j'explique aussi que c'est dans le dossier data. Je lui dis d'enlever les films qui n'ont aucun horaire, donc je précise ici enlève ou filtre, on va voir ce qu'il nous fait. L'idée, ce n'est pas forcément de les supprimer du fichier JSON, c'est juste de les filtrer, donc je pense qu'il va comprendre avec ça que je ne veux pas supprimer les informations, mais juste les filtrer. Et dans le front-end, je lui dis pour l'instant de juste faire une liste. Donc là, c'est juste pour faire du debug, pour voir si on a bien les films qui sont bien récupérés et qui sont affichés dans le front. Et par la suite, on s'intéressera à la partie visuelle de comment on affiche tout ça. Je lui demande aussi des informations sur la date du dernier scrapping. Donc là, je m'attends à ce qu'il me fasse une fonction séparée pour traiter ça. Je pourrais lui préciser ici. Je vais même le faire tout de suite puisqu'on ne sait pas trop comment il peut faire. Peut-être qu'il va tout faire dans la même fonction de back-end. Donc là, je vais lui dire pour que ça soit un petit peu mieux séparé de le faire dans une fonction séparée. Donc, utilise une fonction Python séparée pour déterminer cette information à partir du nom du fichier. Donc on s'assure d'être bien en mode agent, on clique sur submit, je n'ai pas mis de contexte là parce que ça va toucher à pas mal de fichiers, je pense qu'il va comprendre ici qu'on parle du fichier app.py et du fichier index, je pourrais les mettre mais je ne veux pas qu'il aille chercher des informations depuis app ou index, je veux juste qu'il aille les modifier, donc je ne vais pas les mettre en contexte et je pense qu'il va définir tout seul quels sont les bons fichiers qu'il faut modifier à partir de ce que j'ai mis dans mon prompt. Donc je fais un submit et on va voir ce qu'il nous fait. Donc vous voyez ici l'incidence que ça a de ne pas avoir mis de fichier dans le contexte. Il va vérifier en fait si on a déjà une application parce qu'il dit je vais maintenant créer l'application Flask. Elle est déjà créée et comme on a fait un nouveau composer, il n'a pas l'historique de ce qu'on a fait. Donc peut-être que là ça aurait été une bonne idée quand même de remettre app.py dans le contexte pour qu'il n'ait pas à faire cette recherche. Donc là vous voyez qu'il a fait un listing, il a trouvé le app.py. Il va lire ensuite le contenu du fichier pour voir ce qu'il contient. Donc vous voyez que même sans le donner en contexte, il arrive à retomber sur ses pieds pour faire ce qu'il faut. Donc il a ajouté une fonction pour trouver le dernier JSON, c'est parfait. Ajouter une fonction pour extraire la date, c'est parfait aussi. On a des choses qui sont bien séparées dès le début. Et il modifie donc la route principale pour afficher les films. Donc si on va voir dans notre app.py, je vais faire un petit peu de place ici pour qu'on voit ce qu'il a fait. Donc on a une fonction pour récupérer le dernier fichier. Là encore, vous voyez qu'il utilise le module OS. Je pense que je vais lui demander et je vais probablement rajouter une règle pour ça, pour que ça soit pris en compte si jamais on fait d'autres modifications, pour utiliser pathlib à la place de OS.
Donc là, on voit qu'il va récupérer le dossier data, on voit qu'il va récupérer donc uniquement les fichiers au JSON, au format JSON, donc avec .json ici. Ensuite, il fait bien un get ctime ici pour aller trier les fichiers en fonction de leur date, pour pouvoir récupérer le dernier en date, donc c'est ce que fait cette fonction. On a le extract datetime from filename, donc là je pense qu'il a réussi à partir du filename ici, on a voilà la date 2025-02-22 et l'heure, donc si on regarde ça ressemble pas mal à ça, on a l'année ici, le mois, le jour, le tiré du bas, heure, minute et seconde, et ensuite il va récupérer ça au format, donc avec string for time, il va récupérer un objet datetime à partir de cette chaîne de caractères. Donc ça semble bon, et dans le index, eh bien tout simplement il va récupérer cette donnée, donc la donnée du dernier fichier, il va extraire la date de scrapping, il va aller lire ces données et ensuite il va faire le filtre ici. Donc ça on pourra le faire éventuellement dans une fonction séparée, mais c'est juste une ligne de code avec une structure ici qui est une liste en compréhension, qui va récupérer les movies seulement s'il y a des données dans la clé schedule ici. Et ensuite, on retourne le fichier index.html avec un contexte. Si on va voir dans le index ici, il a fait cette fois-ci voilà un ULLI, donc c'est parfait. On va aller accepter tout ça dans notre composer. On va lancer la commande qui va nous permettre de lancer le serveur Flask. Là, vous voyez qu'il dit que le port 5000 est déjà utilisé apparemment, que souvent c'est avec AirPlay, donc il propose de changer le port. On va faire OK. On va voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne toujours pas, alors là il le fait directement dans l'application. Je pense que c'est son terminal intégré ici qui ne fonctionne pas. On va voir si ça fonctionne de cette façon. Ok, donc là ça fonctionne. Tout à l'heure ça fonctionnait avec le port 5000, donc je l'avais fait dans un terminal séparé. Je pense que c'est pour ça que dans son terminal intégré ici, il y a quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, on a le port 5001, donc on va juste le changer ici. Je valide, et là on a une erreur, donc string object has no attribute get. Donc l'erreur, elle se passe dans le filtre movie.getSchedule. Donc on va aller voir ce qui se passe. Là encore, vous avez le choix. Soit vous copiez cette erreur, donc on peut prendre l'erreur ici et lui donner pour qu'il essaye de vérifier ça tout seul. On peut essayer quand même de faire un petit peu marcher nos neurones et de voir si on ne comprend pas ce qui se passe ici. Donc là, je pense que c'est un problème avec la structure du JSON. Si je vais voir dans mon JSON à quoi ça ressemble, on a un JSON avec la date d'export. D'ailleurs, la date d'export est disponible ici. On pourrait aller la récupérer ici plutôt que de la récupérer dans le fichier. On verra par la suite si on change ça. Vu qu'on l'avait indiqué ici, ça peut être pas mal de le faire directement depuis les données JSON plutôt que de le faire avec une regex depuis le nom du fichier. C'est peut-être plus simple comme ça. Et ici, on a donc le movies. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Si on revient voir donc notre erreur, on a string object has no attribute get. Donc là, ça veut dire que le movie ici, c'est une chaîne de caractères plutôt que d'être une entrée de dictionnaire. Donc, si je reviens dans mon application, il prend chaque movie pour movies data. Movies data, c'est le JSON complet. Et donc, je pense qu'effectivement, en fait, le problème, c'est que il va récupérer cette chaîne de caractères ici. Il ne fait pas en fait un get movies au départ. Donc là, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est justement modifier ça. Donc le extract datetime, on va le modifier pour aller récupérer à la place le export date. Et on va faire donc movies ici, qui va être égal à movie data. Et là, vous voyez, il arrive à comprendre, il le complète. Et on va faire scrapping date égale à movies data.get export date. Donc là, vous voyez qu'avec l'autocomplétion, il comprend bien ce qu'on essaie de faire. Là, on va remplacer ça ici pour, à la place de movies data, mettre movies. Je vais accepter ces changements pour enlever les git diff ici qui nous polluent un petit peu ce qui est affiché. Donc là, il est toujours en train de mouliner dessus, donc j'ai oublié de l'arrêter. Je vais accepter les changements qu'on a fait ici. Et vous voyez qu'en acceptant, j'ai fait un petit peu des bêtises parce qu'il était en train de modifier tout ça en même temps. Donc on va refaire notre scrapping date. On va enlever cette fonction ici et en fait, on va peut-être la garder, on va voir, puisqu'on va lui passer, plutôt que le file name, ici, on va lui passer ce format-là. Alors là, je pense que je l'avais stocké à un format qui va être facile à récupérer avec datetime. Donc, on va enlever cette fonction ici qui ne sert plus. Je vais l'enlever et à la place, on va faire cette opération directement ici. Donc là, je vais probablement lui donner ce format. On va le faire dans le composer et on va lui dire à partir de ça. Donc, je reviens dans mon composer. On va dire à partir de la donnée dans le JSON, j'ai récupéré le scrapping date au format. Et là, je lui donne le format. Convertis ce format en datetime.
Donc là, je pense que ça va être pas TZ Info, voilà le format ISO. Et je pense que c'est from ISO tout simplement. Alors là, j'ai un petit doute, donc je me repose de façon un petit peu facile. Donc là, il a fait une nouvelle fonction pour ça. C'est un petit peu simple, mais vous voyez, on a un try except assez simple. Et voilà, c'est le from ISO format. Donc c'est une date qui est au format ISO. On a cette fonction qui est disponible dans Datetime qui nous permet de récupérer ça facilement. Donc j'accepte ces changements. On a donc cette fonction qui, à partir de l'export date, va aller récupérer le datetime du scrapping. On a le movies data ici, donc là il l'a modifié. Ok, on a fait data, il a mis data ici et movies data, c'est parfait. Il a juste remodifié un petit peu les noms des variables que j'avais mises. Et movies to display, on a les titles, etc. Donc ça semble fonctionner. Je sauvegarde, je rouvre mon terminal. Donc je crois qu'on avait déjà l'application qui tournait. Donc là, je pense qu'il l'a arrêté. Je vais faire un stop et je ne vais pas lancer l'application. Je vais le faire depuis mon terminal ici. Donc on va faire Python web/app. On est toujours au port 5001. Je reviens là, j'actualise et cette fois-ci, ça fonctionne. On a bien la liste des films disponibles. On a également la date de mise à jour qui correspond bien à celle qu'on avait, donc à 9h33 le 22/02. Donc tout fonctionne bien. Vous voyez, on a travaillé main dans la main avec l'IA. On a quand même essayé de faire travailler un petit peu nos neurones pour ne pas être 100% dépendant. Mais comme je vous dis, je pense que si j'avais donné l'erreur dans le contexte du composer ici, il aurait assez facilement compris en analysant le JSON qui s'était planté et qu'il fallait récupérer la clé movies et qu'il ne pouvait pas le faire directement à partir des données JSON brutes comme il l'avait fait auparavant. On a également modifié un petit peu notre façon de faire puisque on est parti avec une intuition donc à partir du fichier FileName ici. Là encore, vous voyez, si on ne l'avait pas dit, peut-être qu'il aurait directement eu une meilleure intuition que nous en analysant le fichier JSON et en se rendant compte qu'il pouvait récupérer la date ici. Là, dans ce cas-ci, c'est nous qui avons été un petit peu bêtes de penser que c'était plus simple de le récupérer parce qu'on n'a pas nous-mêmes analysé les données qu'on avait. Donc vous voyez, des fois, est-ce que c'est l'homme ou la machine là dans ce cas-ci qui est le plus intelligent à voir? Peut-être que la machine aurait fait un meilleur choix que moi dès le début, mais vous voyez que par la suite, elle s'est plantée en n'analysant pas le JSON pour comprendre qu'ici on avait une clé movies qu'il fallait récupérer. Donc, j'ai envie de dire ici, un point partout, balle au centre. On a fait des erreurs des deux côtés, mais au final, on a quand même quelque chose qui fonctionne. Maintenant qu'on a récupéré les films dans le back-end, on va les afficher en front-end d'une façon un peu plus intéressante que ce qu'on a ici avec un simple listing qui ne contient même pas les horaires. Une petite modification que je vais faire aussi avant de repartir dans Composer, c'est d'enlever tous ces commentaires qui sont ajoutés à chaque fois. Ça, c'est une caractéristique que vous avez probablement remarqué avec les intelligences artificielles, c'est qu'elles sont un petit peu trop explicites des fois. Là, vous voyez, on a un commentaire pour chaque ligne pour des choses qui sont assez logiques. Le format datetime, on comprend que là, c'est pour formater la date. Donc, on n'a pas besoin de dire qu'on va convertir la date de scrapping, qu'on va récupérer les clés dans la movies. Tout ça est assez explicite, assez facile à comprendre. Donc on va enlever ces commentaires ici. C'est bien d'avoir des commentaires, mais quand vous faites juste commenter une ligne qui se commente toute seule, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et là, vous voyez qu'on revient à quelque chose qui est un peu plus facile à lire. D'ailleurs, vous voyez qu'on fait pas mal de choses ici dans la fonction index. On va récupérer le dernier fichier JSON. On l'ouvre ici aussi. Peut-être qu'on pourrait faire toute cette opération à l'intérieur de cette fonction ou alors faire deux fonctions séparées à voir. Pour l'instant, on a une fonction qui va récupérer le fichier et ensuite on fait ces 4 lignes de code ici directement dans l'index. Donc à voir, on pourrait organiser ça un petit peu mieux. On pourra faire un refactoring si on le souhaite par la suite. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Donc je vais rouvrir mon composer ici. Je vais faire un nouveau composer parce que là, on va continuer avec des choses qui sont un petit peu séparées de ce qu'on a fait. Là, on a juste fait la partie back-end. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à styliser le front-end. Donc ça va être séparé et différent de ce qu'on vient de faire ici dans le fichier Python. Donc je crée un nouveau composer pour ça. Je vais garder le app.py dans mon contexte. Je vais aussi ajouter mon index.html, comme ça il aura directement les deux fichiers dont il a besoin pour travailler. Et je vais mettre mon prompt, donc que j'ai préparé là encore à l'avance puisqu'il y a pas mal de choses. On va le passer ensemble en détail, en revue. Donc je vais le coller ici. Donc, je lui explique qu'on va s'intéresser à la partie front-end. Je vais lui mettre le index.html ici à la fin. Donc, je vais mettre le contexte dans les parenthèses après cette première phrase. Je lui explique donc un peu en bullet points ce qu'on va vouloir faire. Donc, on va afficher une carte avec les horaires du jour courant par cinéma et les informations principales dans des petits badges, durée, genre. Je lui dis de mettre aussi le synopsis du film sur la carte. En bas de la carte, donc là vous voyez, j'explique bien où est-ce que je veux avoir cette information. En bas de la carte, après les horaires du jour, mets un bouton voir plus qui ouvre une modale avec les horaires complets, triés par jour et par cinéma.
La modale doit reprendre les informations du film. Je veux pouvoir fermer la modale en cliquant en dehors de la modale dans l'espace vide. Donc là encore, c'est quelque chose qu'il pourrait choisir de faire lui-même. Si je ne le précise pas, peut-être qu'il va me mettre un bouton, peut-être qu'il va me faire ce comportement par défaut, je ne sais pas. Moi, je souhaite pouvoir cliquer en dehors de la modale pour la fermer, donc je l'indique. Je lui explique aussi d'afficher 3 ou 4 cartes. Là encore, on peut enlever cette option de choix et lui dire précisément ce qu'on veut parce que là, il va devoir choisir entre 3 ou 4. Donc là, je vais lui dire par exemple que j'en veux 4 et je lui précise, même si là encore, on peut espérer qu'il le fasse tout seul, qu'il faut que ce soit responsive. Pour les badges, là encore, c'est tiré de mes expérimentations. J'ai remarqué que si je lui donnais aucune indication sur les badges, il allait utiliser les badges classiques de Daisy UI qui sont primary, secondary et des choses comme ça, ce qui est assez moche parce que ça nous donne du rose, du violet et du bleu, un truc comme ça. Donc les 3 couleurs ne vont pas très bien ensemble quand elles sont mises côte à côte. Donc je lui indique directement qu'il peut utiliser des couleurs un peu plus neutres. Default, Neutral et Ghost sont trois variantes en fait des badges dans Daisy UI qui sont en ton de gris, donc ça donne quelque chose d'un peu plus satisfaisant visuellement. Donc ça donne déjà une bonne base. Comme je vous dis, là c'est vraiment le moment où il faut expérimenter avec votre prompt. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand il y a pas mal de choses à faire comme ça, le mieux c'est de faire un prompt et si ça ne marche pas, de ne pas essayer de corriger par la suite avec d'autres prompts, mais de revenir en arrière. Donc vous allez voir, à chaque fois qu'on fait un submit ici, il nous crée un checkpoint. Donc si jamais avec ce prompt là, ça vous fait par exemple une modale qui n'est pas comme vous voulez ou ça fait des comportements un peu bizarres au niveau du visuel, et bien plutôt que d'essayer par la suite de fixer ça et de construire sur un château de cartes en fait plutôt que de construire sur des bases solides, moi je vous conseille de revenir au début en faisant un restore et en modifiant ce prompt initial pour le préciser, pour mettre plus de choses, plus d'indications. Donc là c'est vraiment le processus que j'ai fait avec ce prompt. Au début, comme je vous dis, j'avais fait quelque chose d'assez simple du style créer des cartes pour afficher les films et les horaires, et finalement ça m'affichait tous les horaires sur les cartes, donc ça faisait des cartes immenses. Donc finalement après j'ai dit que je voulais afficher une modale. Après sur la modale j'ai dû préciser que je voulais un bouton voire plus parce que il avait pris le choix de faire un clic en fait sur l'image du film pour pouvoir ouvrir la modale. Donc je trouvais pas ça très explicite, pas très au niveau de UX, de user experience, je trouvais pas ça très bien. Donc je l'ai précisé à chaque fois. Et après, une fois quand on a un prompt qui est bien ficelé dès le départ, ça donne un résultat bien meilleur à la fin. Je vais aussi rajouter, j'ai oublié, la stack. Donc je le précise, on a fait une règle pour la stack. Peut-être qu'il va aller la chercher lui-même là encore, mais je le précise. Donc utilise ma stack, donc @stack.mdc pour savoir quels outils utiliser. Je fais un submit en mode agent et on va le voir se mettre au travail. Donc là, c'est bien. Effectivement, il a remarqué que sur le back-end, pour l'instant, on envoyait uniquement les informations de titre puisque c'est ce qu'on lui avait demandé d'afficher. Donc là, il va aller récupérer plus d'informations, la durée, le genre, le synopsis, l'image et les schedules. Et il va maintenant passer au front-end. Donc dans le front-end, vous voyez, il commence à s'activer. Il va faire des cards avec l'image si elle existe, le titre, la duration avec des badges. Ensuite, il va faire les séances, donc il va récupérer uniquement la première séance et ensuite, il affiche seulement certains schedules. Donc là, vous voyez qu'il fait aussi un slice ici. Peut-être que ce n'est pas quelque chose que je vais garder. Moi, je vais afficher tous les schedules, peu importe combien il y en a en fait sur la carte au départ. Et ensuite, il va faire la modale, donc avec le bouton voir plus ici, la modale, donc ça a l'air pas mal, le image URL. Il y a un petit peu de répétition de code ici, peut-être qu'on pourrait arranger ça par la suite. Et les horaires complets, donc là, il enlève le slice et il affiche tous les horaires. Et on a un backdrop ici qui permet de fermer, donc on a un bouton qui permet de fermer et aussi le backdrop avec peut-être du JavaScript. Je ne sais pas comment il va gérer ça pour fermer quand on clique sur ce backdrop. Peut-être que c'est géré automatiquement par des UI, je ne suis pas sûr de ça. Mais on va aller voir du coup dans notre site. Alors là, je crois que j'ai toujours mon serveur qui fonctionne effectivement dans mon terminal. Donc je retourne sur Brave, j'actualise et là, on espère, mais souvent, vous voyez qu'on a des petits problèmes, des petites choses à régler. Donc là, dict object has no attribute times. Donc je pense qu'en fait, il n'a pas vraiment compris la structure de mon JSON. Alors peut-être qu'il ne va pas les chercher. Là, vous voyez que les fichiers sont grisés. Donc je pense qu'en fait, il n'a pas accès à ce dossier data. Donc peut-être parce que je pense que c'est dans le gitignore.
Si je vais voir ici dans le Git ignore, je lui ai mis les movies pour ne pas qu'il les affiche avec Git. Et je pense que c'est ça qui fait qu'en fait, il n'arrive pas à trouver la syntaxe de mon fichier. Parce que si je me souviens bien, par défaut, les fichiers qui sont dans Git ignore ne sont pas utilisés dans le contexte. Donc, je vais lui donner ce contexte moi-même. Parce que là, je pense qu'en fait, il m'a fait plein de choses qui ne sont pas bonnes. Je pense que c'est pareil dans le app ici. C'est pour cette raison qu'il n'avait pas trouvé le movies, parce qu'il n'a pas accès à ces informations. Donc, je vais lui donner ici, je vais lui dire, donc, utilise mes fichiers JSON. Donc là, je vais lui dire movies. On va lui donner, par exemple, voilà, celui-là, peu importe, ils sont tous pareils, peu importe la date. Donc, utilise le format de mon fichier JSON pour déterminer les informations à afficher, parce qu'en ce moment, ça ne marche pas. Voilà, donc je pense qu'il n'avait pas cette information, vu qu'on ne l'avait pas mis dans le contexte et que par défaut, il est ignoré avec le git ignore. Donc ça, vous voyez encore des petites choses qu'il faut prendre en compte. Donc là, il va aller modifier ça. Vous voyez là, poster URL à la place, non, portrait image, pardon, à la place de poster URL. Donc je pense que vous voyez là, il avait vraiment fait de la déduction. Il s'est dit, bon, ok, pour les images, il a dû utiliser poster URL, alors qu'en fait, non, c'était portrait image. Pareil pour les formats ou d'autres choses ici. Il va maintenant adapter le index. Donc là, vous voyez, peut-être que ce serait mieux dans ce cas-ci de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de revenir au début, de faire un restore à ce point-là et de lui donner le JSON directement dans mon prompt initial plutôt que d'essayer de corriger du code existant. Là, je suis pas sûr que ça va marcher ou que ça va donner quelque chose de bien. Donc, je reviens dans Brave, j'actualise et ça semble pas mal. Donc là, vous voyez, il est quand même assez intelligent. Il arrive à retomber sur ses pieds et on a quelque chose d'assez satisfaisant. Je vais voir si la modale fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Je clique en dehors, ça fonctionne bien aussi. Et je dois avoir un bouton fermé aussi en bas qui me permet de la fermer. Donc, c'est vraiment très cool. On a même des informations s'il y a d'autres cinémas. Donc là, je vais les afficher. Comme j'avais dit, je pense que je préfère avoir toutes les horaires ici. Les badges, il a bien utilisé le default, ghost, etc. Donc ça fonctionne bien. Donc on a quand même quelque chose de fonctionnel, de sympa visuellement. Si je teste le responsive aussi, ça fonctionne. Donc il a bien respecté ça également. Donc vous voyez, dans ce cas-ci, ça fonctionne bien. J'ai pas grand-chose à dire. C'est vraiment juste au début, donc les données JSON qu'il n'avait pas. Je vais accepter tout et on va partir de cette base pour la suite, puisque là, on a créé pas mal de code. On va voir si on fait un petit refactoring aussi. En front-end, forcément, ça crée beaucoup de code rapidement. Donc, c'est une bonne suggestion que je vous donne de quand même aller voir régulièrement ce qui se passe. Soit vous n'y connaissez pas grand-chose en front-end, vous le laissez faire, mais ça peut créer des effets de bord assez rapides et vous pouvez vous retrouver avec un sac de nœuds assez difficile à démêler par la suite. Si vous vous connaissez un minimum dans le front-end, je vous conseille de quand même aller faire des vérifications assez régulièrement pour vérifier que le code se tient et que ça ne devient pas quelque chose de trop moche rapidement. Souvent, il y a des répétitions aussi, comme je disais. Donc, dès le départ, dans le prompt, de par exemple lui dire que vous allez travailler en composant, de faire un composant pour la carte. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire après coup aussi, mais si vous pouvez le faire dès le début, c'est mieux. Donc voilà, pensez à ça à chaque fois, allez voir votre code. Dans les prochaines parties, on va essayer d'ajouter quelques fonctionnalités dans le front-end, de cleaner un petit peu tout ça au niveau du back et du front. Et ensuite, on s'arrêtera là parce que sur le front, on peut passer des heures à faire un truc super complexe. Moi, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de très complexe, juste quelque chose de fonctionnel. Et par la suite, on verra comment mettre tout ça en ligne sur notre serveur. Dans cette partie, on va un petit peu améliorer notre front puisque pour l'instant, vous voyez qu'on n'affiche pas toutes les horaires. Là, il m'a rajouté plus 4 autres cinémas. Moi, j'aimerais bien tout afficher ici sur la carte. On a aussi des petits bugs comme par exemple ici le texte qui est coupé. Et dans le voir plus, les dates aussi ne sont pas dans un format très facile à lire avec ce format 2025-02-22. Donc je vais faire toutes ces modifications. On va utiliser de nouveau notre IA. Il y a quand même des petites choses qu'on va pouvoir faire à la main, notamment ici le synopsis qui est coupé. Donc je vais aller voir ce que ça donne dans le code. Si je fais une recherche pour synopsis, là on voit qu'on a un line clamp de 3, donc qui devrait couper en fait au bout de 3 lignes. Là ça ne fonctionne pas puisque on a bien des petits points ici, des points de suspension pour couper, mais ensuite ça continue. Donc ça, je pense que ça doit être un problème au niveau du CSS ou du... Ah non, là je pense que c'est le P. En fait, je vais mettre un div à la place puisque là il a mis un paragraphe. Je sauvegarde, je reviens. On va voir si c'est ça. Effectivement, c'était ça. Donc là, vous voyez qu'avec un div, ça coupe bien et avec le paragraphe, on avait un problème avec le overflow, j'imagine.
Donc là, ça c'est réglé, on n'a pas eu besoin de l'IA pour ça, c'est bon. On a économisé un petit peu d'eau selon l'ADEME. Et si maintenant on s'intéresse aux 4 autres cinémas, donc ça on va aller voir, on va rechercher le plus, voilà, plus Today Schedule Cinéma Length -1. Ok, donc ça c'est, donc là il prend juste le premier, donc on va enlever ce slice. Et Today Schedule, ok, qu'est-ce qu'il fait avec le Today Schedule? Ok, il affiche Today Schedule, Movie Schedule 0. Ok, il prend juste ça. Donc je pense que je vais enlever le 7. On va juste garder le if. Alors le if aussi, normalement, on n'a pas besoin de le mettre parce qu'on a fait le filtre dans le backend. Donc on va simplifier un petit peu tout ça. On va enlever le plus ici et on va enlever le else parce que normalement, ça aussi, c'est filtré automatiquement. Donc on a tout ça ici. On a un H3, on a la boucle, séance du jour. Ok. Et Cinema Times Length, ça c'est ok, c'est pareil. En fait, il a fait la même chose ici. Donc, je vais enlever le 3, je vais enlever le if et on va afficher toutes les informations. Donc, vous voyez, ça fait déjà un petit peu de ménage. Je sauvegarde, je reviens sur Brave, j'affiche. Et là, on a le Today Schedule donc qui est undefined. Donc, Today Schedules, ok. Donc, c'est ça. Si je reviens en avant, je sais plus ce qu'il mettait dans Today Schedule. Je vais revenir. Voilà, c'était Movie Schedule 0. Ok, donc c'est ça qu'il mettait. Donc je vais revenir, je vais refaire les modifications que j'avais faites ici, voilà. Donc à la place de Today Schedule, c'était Movie Schedule 0.cinema. Et je me demande du coup si on va pas faire une double boucle parce que là il va prendre juste le premier schedule. Donc je rafraîchis, mais normalement c'est bon. Donc si je vais voir à quoi ressemble ça, on a le Movies, on a les Schedules. Et là, ah oui, ok, parce qu'en fait, dans Schedules, on va avoir plusieurs dates. Ok, donc c'est parce qu'en fait, il prend la première date. Donc le 0, c'est pas le premier cinéma, mais c'est la première date. Donc c'est la date d'aujourd'hui, normalement, si on fait le scrapping tous les jours. Donc si je reviens dans mon index, on a bien la date d'aujourd'hui, point cinéma. Donc on boucle sur tous les cinémas pour la date d'aujourd'hui et on affiche le nom du cinéma et les times dans le batch. Donc normalement, c'est tout bon. Je reviens ici. J'ai effectivement tous les cinémas pour la date d'aujourd'hui qui sont affichés. Et si je fais voir plus, voilà, on a les dates pour les prochains jours et la date pour le jour d'aujourd'hui aussi. Donc ça, c'est bon. Maintenant, je vais lui demander de faire une fonction pour transformer ça ici en date qui soit un peu plus facile à lire. Donc ça va être la date qui va être dans la modale. Donc si je reviens ici, ça va être probablement, voilà, schedule, c'est schedule.date. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette ligne ici et je vais faire un clic droit et on va dire Add Symbol to New Composer. Et là, vous voyez que dans notre composer, donc il a fait un nouveau composer, il a mis notre fichier index. Je pensais qu'il allait mettre aussi les lignes. Ça, c'est là encore quelque chose qui est encore un peu flou entre le chat et le composer. Si je fais Add Symbol to Current Chat, là, il me met le index aussi. Je sais qu'on peut afficher les lignes. Alors, c'est peut-être dans un fichier Python. Et on peut le mettre directement les lignes et là, il va nous afficher les lignes directement. Après, s'il ne le fait pas, je peux le spécifier. Je peux dire aussi que c'est schedule.date ici. Donc, on va lui dire ça. On va dire, donc je vais lancer un prompt en vocal. À la ligne 95 dans le fichier index.html, je souhaite modifier l'affichage des dates pour qu'il soit plus facile à lire pour un humain. Pour l'instant, on a le schedule.date qui affiche la date au format ISO. Je souhaiterais afficher par exemple 27 février 2025. Donc voilà pour notre prompt. Là, je vais lui remettre un @index pour qu'il ait bien le bon contexte. Mais normalement, voilà, il va bien comprendre que c'est ce fichier-là. Je souhaite modifier. Voilà. Donc normalement, ça devrait être bon. Je vais lui laisser faire les modifications avec ça. Je pense qu'il a compris. Donc il va peut-être me faire par contre la modification directement, voilà, c'est ce que je me disais. Donc il fait la modification ici avec, je sais pas si ça fonctionne, je suis plus Django que Flask, je sais pas si String for Time existe. Si ça ne fonctionne pas, en fait il va la créer, voilà, il va faire c'est ce que je m'attendais à avoir, il va créer un filtre custom. Donc ça, c'est des choses qu'on a en Django qui sont natives, qui sont disponibles directement. Dans Flask, comme c'est plus bas niveau, en fait, il faut créer nos propres templates. Donc là, c'est ce qu'il fait ici. Il fait un filtre à partir de ça. On va voir si ça fonctionne. Il a une locale aussi, donc il vérifie qu'on a bien la locale qui est disponible pour afficher les dates en français. Donc je vais lui autoriser à lancer cette commande. Il vérifie, il voit que la locale est bien installée et que ça devrait fonctionner. Donc je reviens, j'actualise, je fais voir plus et là effectivement on a bien 22 février, 23 février. Donc
Donc c'est parfait, il a bien compris ce que je voulais. Donc c'est parfait, ça fonctionne bien. On va rajouter une petite dernière chose qui va être une possibilité de filtrer les noms des films pour afficher seulement les films qu'on aura mis dans une boîte de texte. Donc ça, je vais le faire également ici. Je vais faire un nouveau composer de nouveau dans le index HTML et je vais lui demander de faire ça en JavaScript. On pourrait utiliser Alpine.js aussi, mais je vais, pour quelque chose d'aussi simple, je pense, rester sur du JavaScript sans avoir besoin d'ajouter une dépendance. Donc je vais lui dire ici, rajoute une boîte de texte qui me permet de filtrer les films en fonction de leur nom pour pouvoir filtrer les cards et n'afficher que les films que je souhaite voir. Là encore, comme je vous dis, la pensée est probablement un peu plus complexe que ce qu'on pourrait faire avec un texte qui serait un peu plus concis, mais je pense qu'il va là encore comprendre. Je lui laisse ça. Vous voyez, là, j'ai pas mis beaucoup de choses. Je lui ai pas dit qu'il fallait le faire en JavaScript, mais dans la stack, on avait dit qu'on voulait utiliser du JavaScript simple. Je vois qu'il n'est pas allé chercher ma règle ici. Il dit voilà le JavaScript nécessaire, donc je pense qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin de faire plus que ça. Donc on va voir ce qu'il a fait. Là il a un form control avec un search input, c'est parfait. Et là voilà, il va juste faire un element ID, il va récupérer en fait ce qu'on va rentrer dans la boîte de texte. Il va faire ensuite du CSS assez simple avec un display qui va être égal à block ou none. Donc voilà, truc très simple qu'on pourrait faire avec Alpine mais qui fonctionne aussi très bien en JavaScript. Donc je vais voir ici, rechercher un film, on va chercher Ainda sur Aki, c'est bon, Complete, c'est parfait. Donc c'est exactement ce que je voulais, Flight Risk, Lyon, voilà, les RO, c'est bon. Alors par contre, ouais, il n'a pas les accents spécifiques, mais bon, c'est pas grave, on va rester là-dessus. Et donc ça fonctionne bien, vous voyez, juste avec du JavaScript, et je vais m'arrêter là du coup pour les améliorations du côté du front-end. Bon, j'avais dit que je m'arrêtais là, mais je vois que Cursor me propose d'autres options de filtre et il y a quelques petites choses que j'ai envie d'améliorer aussi au niveau du visuel et des fonctionnalités. Donc là, je vais un petit peu moins détailler, je vais plus rentrer dans le flow, comme on dit, pour vous montrer à quel point, effectivement, une fois qu'on a une bonne base et avec l'IA, ça peut aller très vite. Donc je vais juste faire des petites améliorations. Par exemple, le bouton voir plus ici, j'aimerais bien qu'il soit un petit peu en bas de la carte à chaque fois. Donc je vais revenir dans mon HTML ici et ça va être au niveau du bouton voir plus. Donc je vais faire un search pour ce bouton et là on voit qu'on a un MT4, donc je vais mettre un MT auto à la place, ça devrait suffire. J'actualise et là j'ai bien les boutons qui sont en bas, donc c'est un peu plus cohérent au niveau visuel. On va lui demander donc d'ajouter ce qu'il nous a proposé. On va filtrer par genre et par genre, c'est tout. On va juste mettre ça pour l'instant. On pourrait mettre d'autres filtres, mais c'est juste pour vous montrer. Donc OK pour rajouter le filtre par genre. Hop. Donc je lui dis juste ça, voilà. Là, par contre, vous allez voir qu'il va me faire probablement ça encore avec JavaScript. Et si on rajoute beaucoup de filtres comme ça, le code serait peut-être plus simple à lire et à comprendre par la suite avec du Alpine.js. Ça serait un petit peu moins verbeux probablement. On pourrait avoir juste quelques données sur les cards pour ensuite pouvoir les filtrer avec un Xdata. Pour ceux qui ont fait du Alpine.js, c'est un peu plus simple. Donc je reviens ici, je vais voir si ça marche. Terror, parfait. Thriller, est-ce qu'on peut en mettre plus? Super. Donc vous voyez, ça marche super bien. Là encore, avec du JavaScript de base, c'est des choses qu'il maîtrise très bien parce que ça fait des années et des années qu'on fait du JavaScript. Donc c'est super. Je peux filtrer. Est-ce que les filtres s'additionnent? Par exemple, si je fais flow, super. Ça s'additionne. Je peux filtrer à l'intérieur de mes filtres. Génial. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'avais fait aussi une fonctionnalité quand je préparais le tuto pour cliquer sur une carte et afficher le trailer sur YouTube. Donc on va lui proposer ça. Donc je vais lui dire ici, rajoute une fonctionnalité pour que je puisse cliquer sur l'image d'une carte pour ouvrir le trailer sur YouTube. Quand je vais passer le curseur sur la carte, je veux que tu affiches en surbrillance une icône de lecture et que quand je clique dessus, tu ouvres donc YouTube avec la recherche du trailer associé au titre du film. Donc on lui donne tout ça. Là encore, comme je vous dis, je vais pas faire des prompts trop compliqués ni trop me prendre ma tête. C'est vraiment juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, il va aller chercher des librairies. Donc là encore, ça peut finalement être assez lourd. Il va chercher tout un style sheet de Cloudflare pour ajouter Font Awesome pour avoir juste ma petite fonctionnalité que je lui ai demandé. Donc là encore, ça va vite, c'est pratique. Là, vous voyez que on a bien ce petit effet de surbrillance super cool. Mais il va chercher toute une librairie de Font Awesome pour ça.
Donc ça va alourdir le projet, alourdir les dépendances juste pour avoir ce petit effet. C'est là où on pourrait peut-être aller télécharger un SVG ou une icône toute simple qu'on mettrait par-dessus pour avoir quelque chose de plus efficace. C'est pour ça, comme je vous dis, donc voilà, on a des choses qui fonctionnent. Après, sur des plus gros projets, si on ne fait pas attention, ça peut vite devenir des trucs un peu durs à maintenir sur le long terme. Donc là, je clique, ça m'ouvre bien YouTube avec la recherche. Voilà, il prend le titre bande-annonce trailer, super. Donc vous voyez que c'est assez facile, assez pratique et on a ce petit effet super sympa. Donc voilà pour les quelques petites améliorations que je voulais vous montrer pour voir à quel point on peut aller vite une fois qu'on a une bonne base pour rajouter des fonctionnalités. Maintenant qu'on a créé l'interface de notre site web, on va voir dans les prochaines parties comment l'héberger sur un serveur. On va utiliser pour ça Amazon Web Services, plus connu sous le nom de AWS. On va voir également comment mettre en place un cron job qui permettra d'exécuter le script de scrapping automatiquement toutes les nuits à 1h du matin. Et pour finir, on verra comment facilement accéder en local à notre site web qui est hébergé sur le serveur AWS sans avoir besoin de configurer de nom de domaine. Alors j'espère que vous êtes prêts pour tout ça et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour aider cette vidéo et également de vous abonner à la chaîne. Dans cette partie, on va créer un serveur sur AWS qui va nous permettre d'héberger notre code et de faire tourner notre site web ainsi que la partie scrapping qu'on va exécuter tous les jours avec un cron job. Donc un cron job, c'est tout simplement une façon d'exécuter des tâches de façon répétée. Donc ça peut être toutes les minutes, toutes les secondes ou comme dans notre cas, tous les jours à un moment donné. Donc nous, on le fera la nuit, par exemple à 1h du matin. Comme ça, quand on va se connecter pour voir les horaires dans la journée sur notre site, on aura les horaires à jour de la journée qu'on est en train de regarder. Donc je suis sur mon tableau de bord AWS, donc je ne vais pas passer à travers toute l'étape de création de compte, c'est assez classique. Une fois que vous arrivez sur ce panneau, ça peut être un peu déroutant, il y a beaucoup de choses dans Amazon. Donc ce que vous allez avoir, c'est un peu l'aperçu des coûts, l'aperçu des applications ou des dernières choses que vous avez visionnées. Dans mon cas, par exemple, les instances EC2. Donc si je vais ici dans le menu à gauche, vous allez voir All Services ici et vous voyez qu'ici, il y a effectivement un paquet de trucs qu'on peut faire avec Amazon. Dans notre cas, on va aller dans le Compute ici, dans EC2 et donc c'est ça qui va nous permettre de créer un serveur. On va aller dans Instance ici. Donc là, vous voyez, il y a encore pas mal de choses ici. Ça fait assez peur Amazon, mais au final, quand on sait où il faut aller, vous allez voir que c'est assez simple. On va principalement cliquer sur des boutons et créer des serveurs et copier des éléments qu'on va devoir utiliser dans notre terminal. Donc, je vais aller dans Instance ici. Je peux aussi cliquer directement sur Launch Instance, mais je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble le dashboard de Instance. Donc là, on voit d'autres instances que j'avais créées, que j'ai supprimées. Là, on voit que c'est marqué Terminated. Ça veut dire que les instances ont été en gros supprimées, mais elles sont encore là pour archive. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement recréer ce serveur avec vous pour vous montrer toutes les étapes de création du serveur et ensuite on va aller récupérer le code qui est sur GitHub pour le mettre sur notre serveur. Donc je vais cliquer sur Launch Instances ici. On va créer une seule instance et on va faire une instance Amazon Linux. Donc c'est une version un petit peu spécifique de Linux. Vous pouvez également mettre tout simplement un Ubuntu ou une autre distribution de Linux. Je ne vous conseille pas d'utiliser un macOS ou un Windows à moins que vous ayez besoin de ces versions très spécifiques pour une raison ou une autre. Mais généralement sur un serveur Linux, c'est ce qui marche quand même assez bien et qui est le plus souvent utilisé. Là encore, ça dépend vraiment de vos besoins. Donc je vais créer ici une instance que je vais appeler Scrapping Web Cinema. Je pense que je l'ai déjà appelé comme ça les autres, donc je vais mettre 3 pour être sûr de ne pas avoir de clash dans le nom. Je vais dans mon cas utiliser Amazon Linux. Comme je vous dis, c'est juste une version un petit peu différente de Linux qui est optimisée pour tous les services d'Amazon. Donc vous pourriez faire la même chose avec Ubuntu, mais ça va être un petit peu plus efficace avec tous les outils qui sont disponibles sur Amazon si vous utilisez cette version. Vous allez voir également que la première année de AWS, avec les options de base ici, comme c'est indiqué dans cet onglet à droite, vous allez avoir un free tier. Donc ce que ça veut dire, c'est que vous n'aurez pas besoin de payer. Alors bien sûr, vous n'aurez pas des ressources illimitées, mais pour un petit site comme celui qu'on va faire, c'est largement suffisant. Vous avez, vous le voyez ici, droit à 750 heures par mois pour cette instance T2.micro. Donc 750 heures, ça correspond tout simplement à 24 heures sur 31 jours. Donc c'est en fait tout simplement une instance qui va rouler tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. On va avoir un certain nombre d'opérations d'écriture, donc 2 millions. On va avoir un certain nombre d'espaces, 30 gigas, un certain nombre de bandes passantes aussi, 100 gigabits. Donc c'est quand même des chiffres assez élevés pour un petit projet comme celui-ci. Vous allez voir que ça va largement suffire, même si on avait un petit site qui recevait quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de visites, ça pourrait encore tenir.
Et au-delà de ça, vous seriez facturé normalement comme n'importe quel autre service. Mais vous avez ce free tier qui est quand même assez intéressant. Donc on va garder la plupart des options ici comme elles sont. Vous voyez qu'on peut choisir le type d'instance. Donc là, on est avec le T2 Micro qui est free tier eligible. Donc ça veut dire qu'on peut avoir cette option gratuite. Les autres qui sont un peu plus puissantes, vous voyez avec par exemple 2 CPU, un peu plus de mémoire, celles-ci ne seront pas forcément disponibles dans le free tier. Donc laissez tout comme ça ici par défaut. On va juste ici créer une key pair ici pour se loguer. Donc moi j'en ai déjà que j'avais créé, mais je vais le refaire avec vous. On va cliquer ici sur Create New Key Pair. Là vous mettez le nom, donc je vais l'appeler Mac Mini Principal. Et je le laisse en RSA et on va créer une clé PEM. Donc là, ça va dépendre de ce que vous utilisez pour vous connecter en SSH. Là encore, je ne vais pas vous faire un cours complet sur le SSH. Soit vous savez à peu près comment ça fonctionne, soit je vous conseille d'aller voir un cours là-dessus. Vous allez voir que ça va être assez facile quand même. Il suffit en fait d'utiliser ce fichier pour se connecter et même Amazon va nous fournir la ligne qu'on va utiliser dans notre terminal avec cette clé, donc cette configuration, ce fichier de configuration pour se connecter. Dans mon cas, sur macOS, j'utilise OpenSSH. PuTTY, c'est plus pour Windows. Donc, si vous êtes sur Windows, probablement que vous allez utiliser ce fichier PPK. Moi, je vais utiliser le PEM. Je fais Create Key Pair ici. Ça va télécharger un fichier sur mon disque. Donc, ce fichier, il faudra l'utiliser pour vous connecter. Je vais laisser pour l'instant les network settings comme ici et vous allez voir qu'on va les modifier par la suite pour pouvoir accéder à notre site depuis notre ordinateur. On peut également le spécifier ici directement, on peut mettre My IP ici et il va automatiquement restreindre le trafic SSH depuis uniquement notre ordinateur. Donc là, forcément, vous ne pourrez pas vous connecter depuis un autre ordinateur qui aura une IP différente. Donc c'est à garder en tête. Moi, dans ce cas-ci, si je veux sécuriser au maximum ce serveur, je peux mettre ça, comme ça je serai le seul à pouvoir m'y connecter avec cette IP. Et sur le reste, je vais laisser ça comme ça avec une fois 8 gigabits. Tout ça, ça va être bon. Donc, je vais le laisser comme ça. Je laisse une seule instance ici et je clique sur Launch Instance pour créer le serveur. Vous allez voir que c'est assez rapide et ensuite, on va pouvoir se connecter. Donc là, je vais cliquer sur le numéro. Ça va m'afficher tous mes serveurs filtrés avec ce numéro. Donc, uniquement celui que j'ai ici. Si j'enlève le filtre, je vais retrouver mes autres instances que j'avais terminées ici. Donc là, j'ai le Scrapping Web Cinema 3 qui est en train d'être lancé, running. Et pour me connecter, donc, je peux cliquer sur cette instance ici, cliquez sur Connect et là, vous allez avoir les opérations à effectuer pour vous connecter avec un client SSH. Vous pouvez également directement vous connecter depuis l'interface web. Donc, en cliquant ici sur EC2 Instance Connect, on peut cliquer sur Connect et ça va ouvrir un terminal qui va nous connecter à notre instance. Donc, on va être avec un terminal directement dans notre navigateur web. Ça marche aussi. Moi, je vais me connecter en SSH. Donc, je vais cliquer ici. Ce qu'on va faire, c'est déjà faire un chmod 400 sur notre clé. Donc, ça, c'est pour changer les permissions de notre clé. Et ensuite, on va se connecter sur notre instance. Là, vous voyez qu'on a la commande complète qui va nous servir à nous connecter. Donc, je vais ouvrir mon terminal wrap ici. Et ici, dans mes documents, je vais avoir mon fichier Mac Principal Mini. Donc, vous voyez, c'est Mac Mini Principal, .pem. C'est cette clé qu'on va utiliser. Et on va donc utiliser la commande que j'ai copiée depuis Amazon. Donc, on va faire un SSH avec cette clé ici pour se connecter sur notre serveur. Donc, ça, c'est le nom d'utilisateur et ça, c'est l'adresse de notre serveur. Et je valide avec entrée. Alors, par contre, je pense que ça va pas marcher là puisqu'il faut que je fasse le chmod, le fameux chmod avant. Donc, pas sur Mac Principal, mais c'est Mac Mini Principal. Ça, c'était l'historique de mon ancienne clé et j'ai oublié le quote qui ferme, donc je fais un chmod et ensuite je lance ma commande SSH et là je vais accepter de l'ajouter en fait pour ne pas qu'il me demande ça à chaque fois en fait tout simplement. Donc il va l'ajouter, vous voyez, permanently added cette clé à la liste des hosts qui sont connus, donc comme ça la prochaine fois que je me connecte j'aurai pas ce petit message et là je suis maintenant sur mon serveur. Donc si je fais un pwd, vous voyez que je suis dans le fichier d'utilisateur de mon serveur, donc le ec2-user et maintenant je vais pouvoir donc cloner notre code depuis GitHub pour pouvoir ensuite lancer mon script de scrapping avec le cron job et mon application Flask directement sur le serveur et on verra aussi qu'est-ce qu'il faut modifier par la suite sur le tableau de bord Amazon pour ouvrir les ports qui vont nous permettre de nous connecter directement depuis mon ordi local à mon interface web qui va être hébergée sur ce serveur.
Si vous allez voir dans le dépôt Git du projet, vous allez voir que j'ai une branche spécifique pour le projet web, qui est la partie qu'on a faite avec la visualisation, avec le projet Flask, donc la visualisation des données JSON en front-end. Donc cette branche, en fait, on va l'utiliser pour notre serveur. On va ici cliquer sur code pour aller récupérer l'adresse HTTPS qui va nous permettre de cloner ce dépôt directement sur mon serveur sans avoir besoin de mettre la clé SSH. Donc là, on aura une restriction dans le fait qu'on ne pourra pas envoyer des modifications sur ce dépôt. On va juste pouvoir cloner le code. Nous, on a juste besoin de ça. On veut juste récupérer le code pour ensuite exécuter le script et le projet Flask. Là, c'est un projet qui est public, donc je peux faire ça directement avec cette adresse HTTPS. Donc je vais copier cette URL dans le clipboard et je vais revenir dans mon terminal et là on va utiliser Git pour cloner notre dépôt. Donc je fais un Git clone et je mets l'adresse. Là vous allez voir que par défaut on n'a pas Git qui est installé sur cette machine. Vous voyez que grâce à Warp j'ai l'indication ici, une suggestion en fait de l'installation de Git. Donc je peux faire commande entrée pour accepter cette suggestion puisqu'effectivement je vais vouloir installer Git. Là ça peut varier selon les distributions de Linux. Il y en a en fait qui vont utiliser Yum, il y en a qui vont utiliser DNF. Il y a plein de package managers en fait différents selon les distributions de Linux. Là, ce qui est bien ici avec notre terminal un petit peu intelligent, c'est qu'il va pouvoir savoir en fait, là vous voyez qu'il sait qu'on est sur un Amazon Linux, donc il sait qu'on va utiliser yum et il nous propose du coup d'utiliser la commande sudo yum install-y git. Donc là, je peux accepter cette commande en cliquant ici ou en appuyant sur la touche entrée et il va de cette façon lancer cette commande dans mon terminal pour installer Git. Donc vous voyez, c'est pratique quand même d'avoir cet outil d'intelligence artificielle là encore à l'intérieur de notre terminal. Ça nous évite de faire des allers-retours avec une interface comme ChatGPT dans lequel il faudrait qu'on lui donne ces informations pour lui dire ok, je suis avec une instance Amazon, etc., etc. Là, vu qu'il est directement dans notre terminal, il peut, s'il a besoin, aller récupérer ces informations. Vous voyez là par exemple, pour vérifier que Git a bien été installé, il va exécuter git-version dans le terminal et il va voir que la commande fonctionne et donc il me dit que c'est bien, ça a fonctionné. Si ce n'avait pas été le cas, il aurait pu récupérer l'output du terminal pour le renvoyer à Claude Sonnet pour ensuite essayer de débugger tout ça automatiquement. Quand c'est des commandes qui sont un petit peu plus dangereuses, on va dire, si c'est des commandes qui vont enlever des fichiers ou des choses comme ça, la fameuse commande rm par exemple, eh bien il ne va pas l'exécuter, il va me demander avant si je veux l'exécuter. Là, quand c'est juste vérifier un git version, il peut l'exécuter tout seul sans avoir besoin de mon intervention. Donc là, je vais vérifier, effectivement, si j'ai fait git-version, j'ai bien la version de Git. Donc je peux refaire un git clone avec mon URL. Et là, vous voyez que ça va correctement aller récupérer les informations depuis GitHub. Donc si je fais un ls ici, je vois que j'ai bien mon dossier Scrapping Cinema. Et je vais naviguer à l'intérieur de Scrapping Cinema et maintenant je vais devoir installer l'outil UV que j'ai utilisé pour gérer les dépendances. Donc je l'avais déjà installé sur mon Mac en local, là je vais l'installer sur le Amazon WS. Donc je vais reprendre la petite ligne de commande qui me permet sur Mac et sur Linux d'installer UV. Je la lance, c'est assez rapide et maintenant à l'intérieur de mon projet je vais pouvoir créer un environnement virtuel. Donc je vais faire UV venv tout simplement et ça va créer un environnement virtuel. Par défaut, vous voyez qu'il va le mettre dans un dossier .venv. Donc si je fais un ls-la, je vois bien ce dossier venv. Je peux donc maintenant sourcer mon environnement virtuel et installer avec UV les requirements. Donc je vais le remettre en haut pour que vous voyez bien. Donc je vais faire UV pip install -r requirements.txt et vous allez voir que c'est très rapide avec UV. On a tout ça qui est fait en même pas une seconde. C'est très rapide. Vous voyez 0,326 secondes pour exécuter tout ça. C'est l'avantage de UV. Et maintenant, je vais pouvoir donc lancer mon application Flask. Donc, je vais aller vérifier que tout fonctionne. Si je fais un which Python 3, je devrais bien me retrouver avec le Python 3 à l'intérieur de mon environnement virtuel. Donc, c'est parfait. Avant de lancer le serveur, je vais essayer de lancer mon script parce que le script de scrapping va récupérer les données. Et pour l'instant, si je fais un ls, vous voyez qu'on n'a pas le dossier data puisque c'est un dossier qu'on avait exclu de Git avec notre gitignore puisque les fichiers JSON, on ne veut pas les avoir dans notre dépôt Git. On veut juste les avoir sur le serveur local ou le serveur distant comme ici. Donc ce qu'on va faire, c'est lancer notre scrapper. On va vérifier également que toutes les librairies sont bien installées. Donc je vais faire Python 3 et ensuite on va lancer en module scrapper. Et je crois que c'est src.main si je me souviens bien le chemin complet. Je lance et là effectivement ça fonctionne bien. Donc on a la récupération qui se fait et on va avoir les données qui vont être sauvegardées dans le dossier data à la racine du projet. Donc je vais attendre un petit peu que ça se termine et on va vérifier que tout fonctionne correctement.
Donc le script a bien été exécuté, je vais refaire un petit peu de place pour revenir en haut, on va faire un ls, on a bien le dossier data qui est là, donc si je vais voir dans data et si je fais un cat du fichier qu'on doit avoir ici qu'il me suggère, je vois que j'ai bien toutes les informations que j'ai récoltées, donc ça fonctionne bien et on peut essayer de lancer notre application web, donc je vais faire, si je me souviens bien, c'est web, alors là je ne suis pas dans la bonne branche, parce que quand je fais un ls, vous voyez que là j'ai le data, mais je n'ai pas le dossier web parce que je suis sur la branche main. Donc on va changer en faisant un checkout sur la branche web, qui checkout web. Et là, si je refais un ls, vous voyez que je suis bien dans la version de mon dépôt Git avec l'interface web. Donc je vais faire Python 3 web/app.py et là on n'a pas Flask, donc c'est normal parce qu'en fait le requirements que j'avais à partir du dossier Git ne contenait pas les informations pour le web. Si je fais un more de requirements.txt, vous voyez que là j'ai Flask qui apparaît, mais si je me remets en fait avec ma branche main et que je refais un more de requirements.txt, vous voyez que là on avait juste python.env et request. Donc je refais un git checkout pour me remettre dans ma branche web et je vais refaire un uv pip install-r requirements. Là encore ça va très vite, il installe tout ce qu'il faut pour avoir Flask et je peux refaire un python 3 web/app.py et là notre application est bien lancée. Donc la dernière chose qu'on va faire, c'est tout simplement changer un petit peu notre application pour la rendre disponible à toutes les adresses IP sur le serveur. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans la web app, donc je vais faire un cd web et on va faire un vim de app.py et à la fin ici, quand on lance notre serveur, à la place du debug true ici, je vais l'enlever et je vais plutôt mettre le host qui va être 0000. Ça va permettre d'écouter sur toutes les interfaces réseau, donc y compris l'IP qu'on va ensuite utiliser pour se connecter depuis notre Mac en local. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, je vais mettre host égale à entre guillemets 0.0.0.0. Je ferme le guillemet et pour le port, je vais mettre aussi le port 5000. On va revenir sur ce port-là. Il était bloqué de mon côté sur le Mac, mais normalement ici, ça devrait être bon. On va, je pense pas qu'il soit utilisé par quoi que ce soit d'autre et on va l'ouvrir par la suite dans les paramètres de AWS. Donc j'appuie sur Escape, je sauvegarde avec $WQ pour sauvegarder. Et on va aller du coup cette fois-ci dans l'interface de AWS pour modifier les ports qui sont ouverts. Donc si je reviens sur mon tableau de bord, je vais retourner dans les instances ici et sur mon scrapping web Cinema 3, on va aller donc dans le security ici. Vous voyez que pour l'instant, on a juste le port 22 qui est ouvert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Action, Security ici et on va changer le groupe de sécurité parce que par défaut, en fait, vous allez voir qu'il y a un groupe de sécurité qui est créé, qui est ce groupe ici, qui est partagé en fait avec toutes les instances qu'on va créer. Ça permet d'avoir une seule configuration de sécurité qui peut être partagée entre plusieurs instances. Donc moi, ce que je vais faire, c'est modifier ce groupe. Alors comme je vous disais, des fois, on s'y perd un petit peu. Là, normalement, donc si je vais dans Action, Security, il me semble que c'est là, Change Security Group ou Instance Settings. Il est peut-être aussi ici, voilà, Security Group. Et voilà, ici, donc voilà, j'ai mon groupe, je peux le sélectionner et je peux faire Edit Inbound Rules. Donc là, j'ai bien le port 22 qui est pour le SSH. Donc ça me permet de me connecter en SSH sur ce serveur. Je vais ajouter une règle ici. Et dans le port, on va mettre donc 5000 qui est le port de notre application Flask. Ici, dans le source, je vais sélectionner de nouveau uniquement mon IP. Donc là, il va automatiquement prendre mon IP pour restreindre uniquement en fait mon IP pour pouvoir accéder à ce port. Là encore, ça permet d'éviter, si vous avez des applications un petit peu sensibles, que n'importe qui puisse se connecter à cette application. Et pour la description, je vais mettre Flask Web App tout simplement pour qu'on s'y retrouve. Donc je sauvegarde cette règle. Et voilà, la règle est ajoutée et je peux m'y connecter avec mon IP. Vous voyez que pour le port 22, on avait fait la même chose, on l'avait restreint à notre IP pour nous connecter en SSH. Donc je vais revenir dans mon interface ici, je vais relancer mon application Python 3 web/app.py, je relance et là ça ne fonctionne pas parce que je suis à l'intérieur du dossier web, donc je reviens un niveau au-dessus, je relance. Donc là on a bien lancé notre serveur. Ce que je vais faire, c'est aller copier l'adresse IP du serveur. Donc pour ça, on peut retourner dans notre console. Si je reviens sur mes instances ici, si on sélectionne notre instance, on peut aller trouver l'adresse IP. Donc dans Detail, ici, on a le public IPv4 adresse. Donc je vais prendre cette adresse, je vais la copier et je vais retourner dans mon serveur. Donc là, il est toujours en train de fonctionner, donc c'est bon. Et je vais retourner dans Brave. Donc là, j'ai mon serveur en local qui est normalement toujours en train de tourner sur mon curseur. C'est le cas, il y a bien l'interface qui s'affiche. Donc là, on est sur mon Mac en local sur le 127.0.0.1.
Je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais coller cette adresse IP et on va se mettre sur le port 5000 et normalement on devrait avoir accès ici à notre application. Effectivement, c'est le cas qui fonctionne. Donc vous voyez, on a exactement la même chose ici. On a des petites différences parce que j'ai relancé le script à un horaire un petit peu différent. Là, vous voyez qu'on était à 9h33 le matin et entre 9h33 et 16h29, il y a eu des petits changements. Donc je pense que c'est juste les horaires voilà, de 14h qui ne sont plus disponibles. Effectivement, c'est juste ça la différence. Donc là, on va vérifier que ça fonctionne vite fait, mais ça a l'air, normalement, il n'y a pas de raison, c'est exactement la même application. Et si je clique là, tout fonctionne bien. Et on a donc un aperçu ici de notre application qui est en train de tourner sur le serveur. Donc vous voyez exactement la même chose, c'est juste l'adresse qui change. Dans un cas, j'ai mon application locale et dans l'autre cas, j'ai l'application qui est directement sur l'instance AWS. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. On a toujours l'impression qu'il faut faire des choses très compliquées avec des noms de domaine, des DNS, etc. En fait, il suffit juste d'ouvrir un port pour pouvoir y accéder. Et ensuite, on a juste besoin de l'adresse IP, du port, et on peut se connecter directement à notre application. Et dans les prochaines parties, on va voir comment mettre en place le cron job et tout ce qu'il faut pour que le serveur tourne continuellement. Et comme ça, on aura très facilement une application qui tourne toute seule sur un serveur AWS qui en plus est gratuit la première année. Donc c'est parfait, ça marche bien. Et avec le cron job, on va avoir les horaires qui vont être récupérés automatiquement tous les jours par notre scrapper. Dans cette partie, on va installer cron qui va nous permettre de lancer ce qu'on appelle un cron job. Qu'est-ce que c'est? En fait, un cron job, c'est tout simplement quelque chose qui va nous permettre de répéter une action à intervalles de temps réguliers. Donc par exemple, toutes les heures, toutes les minutes. Dans notre cas, ça va être le script de scrapping qu'on va exécuter toutes les nuits à 1h du matin. Comme ça, quand on va se connecter le lendemain sur notre site, en fait tous les jours sur le site, on aura les données des films à jour. Donc pour ça, on va devoir installer cet utilitaire sur notre serveur. Donc là, je me suis connecté sur mon serveur AWS. Et si vous voulez voir si cron est disponible, vous pouvez faire crontab-e qui va normalement permettre d'éditer le fichier qui va contenir les règles de ce qu'on veut exécuter et à quel intervalle on veut l'exécuter. Là, vous voyez que ça nous dit que la commande n'est pas trouvée et on a l'intelligence artificielle qui nous suggère d'installer le package cron. Donc on peut utiliser cette IA, on peut aussi utiliser directement le package manager puisque sur notre distribution de Linux ici de AWS, ça va être le package manager Yum. Et on va installer le package qui s'appelle Crony, comme ceci, C-R-O-N-I-E. C'est le package qui va nous permettre de lancer le service cron, donc crond, qui va en fait lancer le service qui va exécuter en fait ces tâches de façon régulière. Donc je valide avec entrée pour installer cet utilitaire, ça va être assez rapide comme vous le voyez. Donc maintenant qu'on l'a installé, on va pouvoir démarrer le service. Pour ça, on va faire sudo systemctl enable cron d. Donc ça va permettre d'activer le service pour qu'il soit démarré automatiquement quand on va démarrer notre serveur Linux. Et la deuxième commande qu'on va faire qui nous est suggérée ici, donc je vais la compléter automatiquement, c'est start cron d, donc on n'oublie pas le d à la fin, et ça va lancer le service. On peut ensuite vérifier que le service fonctionne bien en refaisant cette commande crontab-e. Je valide avec entrée et là je suis bien à l'intérieur du fichier. Donc pour l'instant ça paraît assez minimaliste et c'est le cas puisqu'en fait c'est juste un fichier dans lequel on va mettre les règles qui vont dire à quel intervalle de temps on veut répéter une action et on va mettre ensuite ce qu'on veut faire. Dans notre cas ce sera le script de scrapping. Donc pour l'instant je vais sortir de cet éditeur en faisant $Q et je valide avec entrée et là ça me permet comme ça de sortir de cet éditeur parce qu'on était tout simplement avec Vim à l'intérieur du fichier de crontab. Donc comment ça fonctionne les crontab? Vous allez voir en fait cette syntaxe ici. Là je suis sur un site qui s'appelle Crontab Guru. Vous en avez des centaines comme ça. Il suffit de chercher sur Google ou autre. Vous en avez plein qui vous permettent de voir cette syntaxe. Donc là si je clique sur Random pour vous en montrer quelques-uns, vous voyez que là on est à 4h05 pardon, tous les matins. Donc là si je fais Random, vous voyez on est à minuit 5 en août. Donc en fait à chaque fois vous avez les minutes, les heures, le jour, le mois et le jour de la semaine. Donc généralement les trois derniers ici on les utilise assez rarement à moins que vous ayez quelque chose de très très précis à faire comme ici voilà en août. Si vous voulez faire quelque chose en août ça peut être pratique mais c'est quand même assez rare qu'on ait besoin de faire ça. Généralement ce qu'on va faire c'est donc avoir les trois derniers ici qui vont être les étoiles donc pour le jour, le mois et le jour de la semaine. Et ici par contre on va pouvoir mettre des step values aussi qui sont intéressantes avec le slash. Donc là si par exemple je mets étoile /5 ça va être toutes les 5 minutes après l'heure. Si je mets ici par
Par contre, une étoile, on va être vraiment toutes les 5 minutes. Donc comme ça, vous pourrez par exemple faire quelque chose toutes les minutes. Donc si on met que des étoiles, c'est toutes les minutes. Si je mets le /5, ça va être toutes les 5 minutes. Là, ça va être tous les quarts d'heure, etc., etc. On peut faire pareil ici. Si je mets /5, ça va être chaque minute après la 5e heure. Donc vous avez des choses très compliquées que vous pouvez faire comme ça. Généralement, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il suffit de demander à n'importe quel LLM et il va vous faire la syntaxe nécessaire pour votre cron job. Donc nous, dans notre cas, ça va être tous les matins. Donc si je mets par exemple l'heure ici, ça va être à 1h du matin, on avait dit, et ici on va le mettre tout simplement à 0. Donc comme ça, vous voyez, ça va être à 1h du matin. Si on veut le faire à 1h10, il suffit de mettre 10 ici. Vous comprenez la logique. Donc là, je vais laisser ici comme ça 0, 1 et les 3 étoiles et on va retourner dans notre terminal ici pour exécuter notre script. Donc notre script, il est à l'intérieur de Scrapping Cinema et l'utilitaire Python qu'on utilise, il est à l'intérieur de notre environnement virtuel. Donc si je fais un ls-la, on voit qu'on a notre venv, donc je peux le sourcer. Et si je fais ici un which Python 3, on va avoir le chemin complet vers notre exécutable Python qui va être utilisé pour lancer notre script dans le bon environnement. Donc je vais copier tout ça et on va lancer avec -m dans scrapper.source.main si je me souviens bien, et là ça va lancer le script avec l'exécutable Python de notre environnement virtuel. Donc en fait la commande qu'on veut lancer tous les matins à 1h, ça va être exactement celle-ci. Donc je vais la copier et je vais retourner dans mon cron tab, donc on va faire cron tab-e et ici on va se mettre en mode insertion en appuyant sur i et on va remettre donc notre 0, 1 et les 3 étoiles à la suite. Vous voyez qu'on a une belle petite coloration syntaxique également. Et après ça, eh bien, je vais mettre tout simplement le chemin du script, donc le chemin de l'exécutable et ce qu'on souhaite exécuter. Donc dans ce cas-ci, -m et le nom du module. Et pour vérifier que ça fonctionne bien quand même, avant de le lancer à 1h tous les matins, on va faire plus simple, on va supprimer ce qu'on a mis là et on va mettre que des étoiles, comme ça va l'exécuter toutes les minutes. Donc je vais faire ça pour tester en fait que ça fonctionne bien. Je fais escape, $WQ pour enregistrer et sortir de Vim. Et là, voilà, notre cron tab est correctement lancé. Donc là, on peut faire cron tab-L pour voir tous les cron tabs qui sont actifs, tous les cron jobs en fait qui sont actifs. Cron tab, en fait, c'est l'outil pour éditer les cron jobs. Donc je me mélange un petit peu dans tous les termes, il y a du cron de partout. Donc cron job ici qui est bien actif. Et si on va voir donc dans notre dossier data, je vais faire un CD à l'intérieur du dossier data. Pour l'instant, on a un seul fichier ici qui date du 22/02/2025, donc le 22 février. Aujourd'hui, on est le 23. Donc là, si je fais un watch de ls-la à l'intérieur de ce dossier, donc watch, ça permet tout simplement de répéter une commande à intervalles réguliers. Donc là, à l'intérieur de ce dossier, on fait un ls-la toutes les 2 secondes. Et normalement, dans une minute, eh bien, un peu moins d'une minute maintenant, on devrait voir un nouveau fichier qui va apparaître. Alors peut-être un peu plus qu'une minute en fait, puisque le scrapping va prendre peut-être 30 secondes. Donc on va attendre un petit peu et je vais couper, je vais faire pause et je reprends quand le fichier apparaît. S'il n'apparaît pas, c'est qu'on a eu un problème quelque part. Et là, comme vous le voyez, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais vous avouer quelque chose. En fait, c'était un petit peu prévu parce que, en fait, ici, on est allé un petit peu vite. On a juste pris exactement ce qu'on exécutait dans le terminal, mais ça ne fonctionne pas. Et on va voir comment débug un peu tout ça et pourquoi ça ne fonctionne pas actuellement. Donc, si je refais mon cron tab-L, vous voyez que notre commande ici, c'est la commande qu'on a exécutée à l'intérieur de notre dossier Scrapping Cinema. Là, quand on lance le cron tab, en fait, lui, il va pas être dans ce dossier. Dans le dossier Scrapping Cinema ici, il va pas être à l'intérieur de ce dossier. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se déplacer à l'intérieur de ce dossier. Donc là, on peut faire un CD, on peut lier 2 commandes à la suite avec l'esperluette comme ça, mais ça finit par faire une commande assez longue là qui va être sur le cron tab. Donc, ce qu'on peut faire à la place, c'est plutôt un script bash qui va contenir toutes les commandes qu'on a besoin de faire parce que bon, pour l'instant, il n'y en a que 2, juste un CD et ensuite l'exécution du script, mais on pourrait imaginer que dans une tâche cron, on ait beaucoup plus de choses à faire. Donc le mieux finalement, c'est de faire un petit fichier .sh qui va être un fichier bash qui va nous permettre de faire toutes ces commandes. Comme ça, on aura juste à modifier ce fichier si jamais on veut changer des choses et ne pas avoir à revenir à l'intérieur du cron tab pour modifier la commande qu'on veut exécuter à intervalles réguliers. Donc ce que je vais faire, c'est dans mon root ici, dans mon utilisateur, je vais créer un fichier avec Vim, je vais l'appeler scrapper.sh. Je vais appuyer sur i pour me mettre en mode insert. On va mettre ici le shebang pour dire que c'est un script qui doit être exécuté avec l'exécutable de bash. Et ensuite, on va faire un CD à l'intérieur du dossier.
Donc pour ça, je vais aller retrouver le chemin complet, je m'en souviens plus, donc je vais faire Escape et on va interrompre Vim en faisant CTRL Z. Donc ça en fait, ça nous permet de momentanément mettre en pause ce qu'on faisait. Si on veut revenir, on peut faire juste FG, je valide et là vous voyez que je reviens dans le dernier élément dans lequel j'étais. Donc je refais CTRL Z pour ressortir, je vais retourner dans mon scrapping cinéma et on va faire un PWD pour avoir le chemin complet. Donc c'est à l'intérieur de ce dossier qu'on veut naviguer. Je refais FG pour me remettre en foreground, I pour me mettre en mode insert et on va faire un CD dans ce chemin, donc dans ce dossier ici. Et ensuite, je vais remettre la commande que j'avais au complet, donc celle-ci. Et pour être sûr, on va enlever aussi ce petit raccourci, on va mettre le chemin vraiment absolu. Donc on va faire /home /ec2-user. Et ensuite, c'est directement dans Scrapping Cinema, venv bin python 3-m et le nom du module. Donc normalement, c'est tout bon. On va faire escape 2.wq pour sauvegarder tout ça. On va ensuite rendre le fichier exécutable avec chmod. Donc on va faire un chmod +x comme ça et le nom du fichier. Donc là, c'est scrapper.sh comme ceci. Alors là, je suis à l'intérieur de Scrapping Cinema, donc je vais remonter un niveau au-dessus. Et on va faire donc chmod +x. Donc +x, c'est pour le rendre exécutable de scrapper.sh. Donc là, si je fais maintenant scrapper.sh, vous allez voir que ça lance correctement mon script, même si je ne suis pas à l'intérieur du dossier Scrapping Cinema. Donc ce qu'on va faire, c'est récupérer le chemin ici du dossier que j'ai affiché avec PWD et je vais revenir dans mon cron tab-e. Et là, donc, à la place de ce chemin qu'on avait ici, je reviens en mode édition avec I, en mode insert plutôt, et je vais supprimer tout ça. Et à la place, on va mettre tout simplement le chemin vers scrapper.sh. Je quitte Vim 2.wq pour sortir en sauvegardant. Et là, on va retourner dans Scrapping Cinema /data. On va faire un cron tab-L pour vérifier que le script est bien sauvegardé. Donc, on a bien effectivement notre scrapper.sh. Et dans mon data, je vais refaire un watch-ls-la. Je valide. Et là, cette fois-ci, ça devrait fonctionner. Et voilà, donc comme prévu, cette fois-ci, ça a bien fonctionné. On a notre script qui est affiché ici et je pourrais laisser tourner donc le cron job comme il est actuellement et à peu près toutes les minutes, plus ou moins avec le temps que prend le script à être exécuté, on aurait un nouveau fichier JSON ici. Donc là, je veux pas trop surcharger le site sur lequel on fait du scrapping, donc je vais revenir dans mon cron tab avec cron tab-e et ici, on va revenir avec notre exécution tous les matins. Donc là, je vais mettre 0 et 1 pour l'exécuter à 1h du matin. Je sors de Vim et voilà, on a lancé notre cron. Donc vous voyez, on a fait pas mal de petits allers-retours. C'est vraiment pour vous montrer que c'est pas aussi simple que ça. On peut pas juste prendre une commande. Il faut bien penser à tout ce qu'on fait. Il faut bien penser que quand on est dans l'exécution du cron, eh bien, on n'est pas dans le dossier dans lequel on est. Il faut éviter les chemins relatifs. Il faut, quand vous avez des commandes, si vous mettez par exemple juste Python 3, il va pas forcément savoir que c'est le Python de votre environnement virtuel. Donc si vous avez un environnement virtuel, il faut mettre vraiment le chemin vers l'exécutable du Python de votre environnement virtuel et tout ce genre de choses. Donc maintenant qu'on a notre cron job qui est en place, on a presque tout qui est bon. La dernière chose qui va rester à faire, ça va être de s'assurer que notre serveur web fonctionne en continu. Donc si jamais il y a un crash ou quoi que ce soit, pouvoir le lancer au lancement de notre serveur et si jamais il y a un crash, pouvoir le relancer automatiquement et c'est ce qu'on va voir donc dans la prochaine partie. Dans cette partie, on va s'assurer de mettre en place le proxy de Bright Data, puisque si je fais un ls-la en ce moment, dans le dossier, on a juste le fichier env default qui affiche les variables d'environnement mais sans les valeurs associées. Donc avec Vim, je vais créer un fichier .env ici et je vais en mode insertion mettre dans ce fichier toutes les variables ici et la seule chose qu'il va falloir modifier, c'est le fichier vers le certificat qui était en local sur mon ordinateur. Donc je vais déplacer le fichier sur ce serveur et ensuite il ne me restera donc qu'à changer le chemin ici pour mettre le bon chemin depuis le serveur. Donc je sors de ce fichier avec WQ et on va aller depuis mon ordinateur local copier ce fichier sur le serveur distant. Alors pour ça, on peut utiliser un utilitaire qui s'appelle SCP, mais je me souviens jamais exactement quelle est la syntaxe. Donc on va utiliser l'intelligence artificielle de notre terminal. Je vais pour ça lui donner toutes les informations. Donc je vais faire une recherche dans mon SSH pour ramener la commande ici avec le nom du serveur et la clé qui me permet de s'y connecter. Et je vais rentrer en mode agent, donc avec le commande I. Donc je vais lui dire ce que je veux faire. Je souhaite copier la clé bdata.pem qui est dans mes documents sur le serveur AWS distant auquel je me connecte
avec cette ligne de commande. Donc on va lui dire juste ça et on va voir si avec ça déjà il arrive à trouver le fichier. Donc le fichier, il le trouve bien dans mes documents. Ensuite, il va voir donc s'il peut faire cet output. Donc je valide avec entrée. Et normalement, ça devrait être bon. Je pense que c'est juste ça. Voilà, c'est ça, SCP. Donc vous voyez, il fait avec le -i, il lui donne ma clé de permission qui me permet de me connecter. Et il va juste chercher la clé bdata.pem et il la copie dans le dossier utilisateur. Donc vous voyez, en fait, c'est un petit peu la syntaxe dont je me souvenais plus. Je savais plus s'il fallait déjà mettre la source, le target, dans quel ordre ça se fait. Là, vous voyez, là, il y a les 2 points, il y a le nom d'utilisateur, le nom du serveur et ensuite c'est 2 points et le nom du dossier. Donc là, c'est tout simplement le tilde qui permet d'indiquer que c'est le dossier utilisateur. Donc là, je vais pouvoir me connecter maintenant avec mon SSH sur mon serveur AWS. Donc là, je sors, je n'étais pas encore sorti, donc je sors de cette agent mode. On va faire SSH pour se reconnecter. Et là, on va voir, normalement, on devrait revenir. Voilà, je fais un ls et là, j'ai bien mon bdata.pem. Donc, je vais faire un real pass de bdata.pem et comme ça, on va récupérer le chemin complet vers cette clé de permission et je vais naviguer de nouveau à l'intérieur de Scrapping Cinema dans Scrapper, dans Source. J'avais mon fichier d'environnement, donc je vais faire vim.env et ici, on va aller modifier ce chemin. Donc, je supprime le chemin que j'avais ici et je le remplace par la clé à l'intérieur de mon serveur. Je valide, je sors et on va revenir en fait puisque je veux utiliser mon proxy. Donc, je reviens dans mon fichier d'environnement et là, pour le use bright data, je vais mettre true à la place de false. Je valide, je sors et on va pouvoir tester avec bright data notre script. Donc juste avant ça, je viens réactiver mon réseau de proxy résidentiel sur l'interface de Bright Data puisque je l'avais désactivé lorsque la vidéo était sortie. Donc je reviens dans mon terminal et on va pouvoir relancer notre fichier de scrapping. Donc je vais revenir au niveau du dossier principal et on va relancer notre scrapper. Alors j'ai pas sourcé mon environnement virtuel, voilà, et on va faire Python 3, Python 3-m scrapper source main. Et on regarde, donc là il se connecte. Et ça fonctionne, donc on a bien ici configuration des proxys Bright Data, utilisation du proxy Bright Data et on a ici le script qui continue. Donc c'est un petit peu plus lent forcément comme on utilise un réseau de proxy, mais là on est sûr de ne pas être bloqué par notre site. Si jamais on avait une détection des captcha ou quoi que ce soit, ça serait réglé automatiquement par le réseau de proxy résidentiel de Bright Data. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter là, mais ça fonctionne et avec le cron job, on a donc notre script qui va être exécuté automatiquement. Un dernier outil que je voulais vous montrer, c'est un outil qui va vous permettre de vous assurer que votre script fonctionne avec le cron job. Donc là, pour l'instant, on est un petit peu à l'aveugle, à part aller voir sur le site tous les jours si on a bien dans la date ici, la date du jour, pour s'assurer que notre script a bien été exécuté. Si jamais le script n'est pas exécuté correctement avec le cron job, on ne va pas être averti. Donc moi, celui que j'utilise, il s'appelle Health Check. Vous voyez que j'ai plusieurs choses qui sont en train de tourner ici sur Docstring. Et ce que ça va vous permettre de faire, c'est de créer en fait ici avec la syntaxe du cron. Donc là, par exemple, vous voyez ici, on pourra mettre 0 et le 1. Donc en fait, vous allez créer cette configuration. Je vais le créer pour vous montrer. Donc on va dire Web UI. Je vais laisser ça comme ça, Save. Et là, ce que ça va faire, si on va voir dans les préférences de ce Web UI, c'est que vous allez avoir une adresse que vous allez pouvoir pinguer. Donc pinguer, c'est tout simplement, en fait, vous allez faire une requête vers cette URL et quand on va faire une requête vers cette URL, je vais le faire dans un nouvel onglet pour vous montrer. Là, vous voyez, ça nous retourne juste OK. Et si je reviens ici, on a bien le statut new qui est à up. Et donc, ce que ça va faire en fait ici, c'est qu'il va s'attendre tous les jours à 1h du matin à avoir un ping qui va être fait à cette URL. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un curl vers cette URL dans notre cron job. Donc, je vais revenir ici sur dans mon terminal. On va faire crontab-e. Et dans notre scrapper, en fait, c'est vrai qu'on avait mis notre scrapper.sh. Donc justement, comme je vous disais, ça permet de faire ça directement dans le script. Donc je vais revenir ici, je vais faire un vim de scrapper.sh. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à la fin ici, après cette ligne qui exécute notre script, on va faire un curl vers cette URL. Donc curl, c'est tout simplement un outil qui nous permet de faire une requête sur Linux. Donc je valide, je sors de mon script. Et si on revient ici, si je fais le curl vers ce ping, vous allez voir qu'on va avoir un nouveau ici HTTPS GET. Voilà, donc on a le curl. Vous voyez que là, on était avec Mozilla. Donc on voyait ici en fait
le user agent qui est utilisé ainsi que l'adresse IP. Et là, effectivement, on a bien l'adresse IP de mon serveur AWS avec curl qui a été utilisé. Donc là, ce que ça va faire, c'est que si jamais il y a un problème, si le cron job n'est pas exécuté, eh bien, on va avoir un grace time de 1 heure. Donc pendant 1 heure, il va rien faire. Parce qu'en fait, on peut avoir des fois, je sais pas, un petit problème de réseau ou des choses comme ça. Donc là, 1 heure, c'est quand même assez long. Ça peut être plus intéressant si on a par exemple des programmes qui tournent toutes les minutes. Si au bout de 30 secondes, il n'y a rien qui s'est passé, ça peut être problématique. On utilise pas mal ça aussi pour les uptime. Donc pour savoir si votre site plante, vous faites un ping toutes les minutes. Et si au bout de 2 minutes, par exemple, le ping n'a pas été fait, c'est qu'il y a eu un problème. Donc là, en fait, à 1 heure, il va s'attendre à avoir un ping qui va être fait. Si ce n'est pas le cas, il va attendre 1 heure. Et après 1 heure, s'il n'y a toujours pas eu de nouvelles, eh bien, il va nous avertir. Donc, vous voyez, on peut être notifié de différentes façons. Moi, j'ai des notifs sur mon serveur Discord ou avec Pushover. Donc, Pushover, c'est en fait pour avoir des notifications sur votre téléphone, sur votre appareil mobile. Ça peut être tablette, téléphone, etc. Donc comme ça, vous êtes averti qu'il y a un problème. Vous pouvez aussi recevoir un mail si vous voulez. Il y a plein de façons d'être notifié. Et donc comme ça vous permet d'être averti si jamais il y a un problème pour pouvoir aller le régler sur votre serveur. On peut aussi utiliser d'autres services comme Sentry qui permettent en plus d'avoir un log des erreurs. Là pour l'instant, on a fait quelque chose d'assez simple. On n'a aucun logging, rien. Donc après, s'il y a des problèmes, on sera juste averti qu'il y a un souci, mais il faudra aller le régler nous-mêmes en allant explorer ce qu'il se passe dans les logs du serveur. En ce moment, sur mon Mac en local, si j'essaye d'accéder à mon site, ça ne fonctionne pas et c'est normal parce que le serveur Flask ne tourne pas en ce moment sur mon serveur AWS. Donc ça va fonctionner si je le relance, si je vais ici sourcer mon environnement virtuel et qu'ensuite je fais Python 3 web/app.py, j'ai bien l'application Flask qui tourne et si j'actualise, je reviens donc sur Brave ici, j'actualise, ça fonctionne. On remarque également que j'ai bien le dernier scrapping qu'on vient de faire avec le cron job, donc ça indique que notre script fonctionne toujours correctement pour aller chercher le dernier fichier de scrapping qui a été produit par notre scrapper. Donc ça fonctionne bien en ce moment, c'est sûr. Le problème, c'est que là, si je ferme cet onglet, si je ferme ce navigateur, en fait, le terminal va s'arrêter et mon serveur avec. Alors, il y a plusieurs façons de régler ça. La façon la plus simple, c'est tout simplement de détacher le processus actuel pour qu'on puisse fermer le terminal et avoir quand même le serveur Flask qui continue de tourner. C'est une façon très simple de faire. Le problème, c'est que si jamais on a un crash, que ce soit de l'application Flask ou du serveur Linux, eh bien, notre site web ne fonctionnera plus et il faudra rouvrir un terminal, se connecter, relancer l'application, etc. Donc, vous vous accorderez avec moi pour dire que ce n'est pas très pratique et ce qu'on souhaite, c'est avoir quelque chose qui se relance automatiquement en cas de crash de la machine ou du serveur. Donc, pour ça, on va utiliser systemd. C'est un outil qui est utilisé sur Linux pour faire exactement ça, qui est utilisé par le système Linux pour plein de choses et nous, on va pouvoir l'utiliser donc pour s'assurer que ce serveur tourne en continu. Donc pour ça, on va créer un fichier, on va faire sudo vim et vous voyez qu'il me le propose déjà ici. Donc là, il a mis flask.service, je vais mettre on va mettre webscraper UI.service. Je valide avec entrée, donc vous voyez qu'on est dans /etc/systemd/system et là on crée un fichier .service. Je valide avec entrée, je me retrouve donc à l'intérieur de Vim et là je vais coller cette configuration. Donc on va passer tout ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Donc là ce qu'on dit c'est tout simplement une description. Donc à la place de Flask, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut être un peu plus explicite, on peut dire ici Flask Scraper Web UI par exemple. Ensuite ici on va avoir notre utilisateur, le dossier depuis lequel on va exécuter notre script. Donc là c'est le dossier de notre projet et ensuite la commande qu'on va exécuter. Donc là c'est cette commande avec l'exécutable dans notre environnement virtuel et j'ai fait une petite erreur. Là je vous la montre tout de suite pour ne pas avoir la surprise comme l'autre fois. En fait je n'ai pas mis le app mais c'est pour vous montrer là encore comment on peut débugger ça si jamais cette commande ne fonctionne pas. Et là pour le host j'ai bien mis 000. Normalement on n'est pas obligé de le mettre ici parce qu'on l'a déjà spécifié dans le app.py, mais je le remets au cas où si jamais je fais des changements dans le app, comme ça on le forcera ici dans cette ligne de commande. Pour le restart, on met always, comme ça va toujours se relancer s'il y a un problème. Et je vais valider donc en appuyant sur escape, $WQ pour valider. Et on va pouvoir maintenant redémarrer le daemon. Donc le daemon, en fait, c'est parce que on a rajouté un fichier. Si on va voir dans ce dossier système, vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses qui sont ici. Donc je fais un ls-la, vous voyez qu'il y a plein d'autres systèmes, plein d'autres configurations en fait qui sont déjà ici. Et nous, on a notre web scraper UI.service qui est également disponible. Donc je vais revenir
dans le dossier d'utilisateur et on va faire un reload de notre daemon pour s'assurer qu'il ait bien pris en compte notre fichier qu'on vient de créer. Donc je fais ça et ensuite on va faire un peu comme ce qu'on avait fait avec le cron, c'est-à-dire qu'on va faire systemctl enable et là je l'avais appelé, je me souviens déjà plus, WebScraper UI je crois, effectivement c'est bien ça, il l'a trouvé et maintenant on va faire systemctl start WebScraper UI. Donc là, normalement, le processus est bien lancé. Si je vais dans Brave pour actualiser, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est normal. Comme je vous avais dit, j'avais volontairement fait une petite erreur dans l'exécution de la commande pour qu'on puisse débugger tout ça. Donc là, je vais faire un systemctl statut WebScraper UI. Donc c'est cette commande statut qui va vous permettre de voir ce qu'il se passe. Et là, vous voyez qu'effectivement, on a un failed. Donc ça veut dire que le service n'a pas correctement fonctionné. Et là, vous voyez que c'est bien sur cette commande ici, on a un code exited. Donc ça veut dire que sur cette commande ici, ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est juste parce qu'on n'a pas mis le dossier web. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon fichier. Donc, je reviens avec la flèche du haut pour revenir avec Vim dans ce fichier. Je vais descendre sur la ligne. Je vais naviguer un petit peu plus loin ici, voilà, dans le slash. Et on va appuyer sur I pour se mettre en mode insertion, remettre le slash, donc slash web slash app.py. Je sors de mon fichier et maintenant, on va refaire un systemctl restart WebScraper UI et cette fois-ci ça devrait fonctionner. Alors là effectivement on a changé le fichier donc il faut refaire un daemon reload, donc j'ai oublié de faire ça, daemon reload, voilà c'est bon, ça c'est parce qu'on a modifié le fichier donc il faut bien qu'il prenne en compte le nouveau fichier et maintenant je peux faire un restart. On peut cette fois-ci aller voir avec le statut si ça fonctionne. Donc je l'avais quelque part ici, voilà statut. Et là, on a bien notre service qui est actif. Donc si je reviens sur Brave, j'actualise et là j'ai bien mon site qui s'affiche et qui fonctionne toujours correctement. Donc voilà comment mettre en place ce service avec systemd. Comme ça, je vous dis, si jamais le serveur s'arrête ou s'il y a un crash de l'application, eh bien elle sera relancée automatiquement. Pour vous montrer ça, je peux revenir sur mon dashboard de AWS et en sélectionnant cette instance, je peux faire un reboot de l'instance et vous allez voir qu'en faisant ce reboot, eh bien, le service sera relancé automatiquement. Donc si je reviens dans mon terminal, vous voyez que là, on est sorti de ce terminal, de cette session, puisqu'on a un système power off ici. Donc ça a été arrêté, la connexion a été arrêtée, c'est normal. Et si je reviens là, on voit qu'il est en train d'être, je pense qu'il est déjà redémarré en fait. Donc voilà, successfully initiated rebooting. Donc je pense que c'est déjà bon. Et si je reviens donc sur mon site ici, vous voyez que là, effectivement, ça fonctionne. Il est toujours en ligne. Et si j'essaie de me reconnecter depuis mon terminal, donc si je refais un SSH, effectivement, on va voir que je suis bien à l'intérieur de mon AWS, donc de mon instance AWS. Et si je fais un sudo systemctl status, on voit que effectivement le service est toujours actif. Donc ça fonctionne et si j'actualise ici, on a notre site qui fonctionne toujours même après le reboot. Et voilà, c'est fini pour cette deuxième partie. Je vous rappelle que les prochaines parties seront disponibles directement sur Docstring. Alors n'oubliez pas d'aller vous créer un compte directement avec le lien dans la description pour accéder directement sur le site à ces deux premières parties et les parties qui seront bientôt disponibles. On a également des centaines d'heures de formation disponibles sur d'autres thématiques et plein d'exercices et de quiz pour vous entraîner. Et notre programme TOSA certifiant qui est toujours éligible au CPF. Alors je vous laisse aller voir tous les liens qui sont dans la description. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très vite.